Et bienvenue à tous en direct sur Public Sénat, édition spéciale du 22 heures après l'allocution du président de la République. François Hollande choisit donc à la place de Jean-Marc Ayrault Manuel Valls comme Premier ministre. Portrait ce soir d'un ambitieux qui arrive à Matignon. Et puis, quelles conséquences, quels changements concrets avec cette nouvelle phase qui s'ouvre du quinquennat? On en parle avec de nombreux invités, débat politique d'abord, puis le décryptage des éditorialistes. Nous passerons aussi en revue toutes les réactions, notamment sur les réseaux sociaux. Et enfin, on s'arrêtera ce soir sur la comparaison dans l'histoire politique, ces moments de changement, de remaniement, en rappel d'autres bien sûr. On va en parler. Merci d'être en notre compagnie ce soir et on va tout de suite écouter ou réécouter l'allocution du président Hollande prononcée à 20 h depuis l'Élysée. Le chef de l'État qui dit avoir entendu le message des électeurs, il maintient le pacte de responsabilité mais il marque une inflexion par, dit-il, plus de justice sociale et le tout sera mené par un homme, Manuel Valls. On écoute le chef de l'État. Françaises, Français, mes chers compatriotes, ce soir, je m'adresse à vous parce que c'est un moment important de notre vie nationale. À l'occasion des dernières élections municipales, en votant ou en vous abstenant, vous avez exprimé votre mécontentement et votre déception. Et je suis venu ici vous dire que j'ai entendu votre message, parce qu'il est clair. Pas assez de changements, encore trop de lenteur, pas assez d'emplois, encore trop de chômage, pas assez de justice sociale, encore trop d'impôts, pas assez d'efficacité dans l'action publique et donc encore trop d'interrogations sur la capacité de notre pays à s'en sortir alors qu'il attend à tout. Je n'oublie pas aussi les Français qui se sentent abandonnés quand ils ne sont pas eux-mêmes relégués. Le message que vous m'avez adressé, je le reçois personnellement et je dois donc y répondre avec franchise et avec lucidité, avec la conviction intime que je me suis forgée depuis maintenant 22 mois comme président de la République. Et je vous le confirme ici, parce que c'est l'essence même de ma tâche. Le redressement du pays est indispensable. Le redressement de notre appareil productif, de nos comptes publics et de notre influence en Europe et dans le monde. Ce redressement, je l'ai donc décidé dès mon arrivée à la tête de l'État. Et sans cet effort national, la France aurait continué à décrocher comme elle le faisait depuis 10 ans. Le gouvernement de Jean-Marc Ayrault s'est consacré avec courage et abnégation à cette tâche difficile. Il a réussi à rétablir une situation très dégradée dont nous avions hérité. Et Jean-Marc Ayrault a engagé des réformes qui feront honneur à celles et ceux qui les ont proposées et votées. Et je veux lui exprimer toute ma reconnaissance. Il est temps néanmoins d'ouvrir aujourd'hui une nouvelle étape. Et j'ai donc confié à Manuel Valls la mission de conduire le gouvernement de la France. Il en a des qualités. Ce sera une équipe resserrée, cohérente et soudée. Comment dire, un gouvernement de combat. Je lui assigne 3 objectifs. D'abord, redonner de la force à notre économie. C'est indispensable. Ce sont les entreprises qui créent les emplois. Et donc nous devons tout faire pour qu'elles y parviennent. Car la première des injustices, c'est le chômage. Et c'est pourquoi j'ai proposé le pacte de responsabilité. Il est prêt. Moins de charges sur les entreprises, et en particulier sur les bas salaires. Et en contrepartie, plus d'embauches et plus d'investissements. Le pacte de responsabilité, c'est un acte de confiance pour tous les acteurs économiques. Et je pense notamment aux PME, mais aussi pour les partenaires sociaux qui s'y sont engagés. Voilà l'enjeu. Il est décisif pour l'avenir de notre pays. Produire plus, produire mieux, produire en France et aussi produire différemment. Et c'est l'exigence de la transition énergétique qui sera maintenant préparée pour que très vite la France puisse s'engager pour être moins dépendante du pétrole comme du tout nucléaire et qu'elle puisse prendre de l'avance sur ce qu'on appelle les industries vertes. La seconde mission que je lui assigne au gouvernement de Manuel Valls, c'est la justice sociale.
Au pacte de responsabilité doit correspondre un pacte de solidarité. Son premier pilier, c'est l'éducation, la formation de la jeunesse. Son second, c'est la sécurité sociale, avec la priorité donnée à la santé. Et enfin, le troisième, c'est le pouvoir d'achat, avec une diminution des impôts des Français d'ici 2017 et une baisse rapide des cotisations payées par les salariés. Dans le même mouvement où nous baissons les charges des entreprises, il est légitime de baisser aussi les cotisations des salariés, ceux qui travaillent. Pour y parvenir, le gouvernement aura à mettre en œuvre un programme d'économie budgétaire. Je l'ai annoncé. Il ne s'agit pas de faire des économies pour faire des économies. C'est la portée du premier gouvernement venu. Non, je ne veux surtout pas fragiliser la croissance qui repart. Il s'agit de transformer notre État, de réformer l'organisation de nos territoires et de préserver le modèle social. Bref, d'être plus juste et plus efficace. Le gouvernement aura aussi à convaincre l'Europe que cette contribution de la France à la compétitivité, à la croissance, doit être prise en compte dans le respect de nos engagements. Car ma conviction est faite, renforcer l'économie française, c'est la meilleure façon de réorienter l'Europe. Je n'ai qu'un seul objectif, la réussite de la France et des Français. C'est ma mission, celle que vous m'avez confiée, et je l'assumerai sans faille avec le nouveau gouvernement. Vive la République et vive la France. Manuel Valls choisit donc pour devenir le nouveau Premier ministre en remplacement de Jean-Marc Ayrault. Au lendemain de la défaite socialiste municipale, François Hollande a tranché. Son ministre le plus populaire est appelé à la tête du gouvernement. Ambitieux, hyperactif, c'est aussi un homme de communication qui prendra les rênes d'une nouvelle équipe qui sera annoncée dans les prochains jours. Son portrait par Flora Sauvage. C'est avant tout l'histoire d'un immigré, et il le rappelle souvent. Né à Barcelone en 1962 d'un père catalan et d'une mère italienne, Manuel Valls devient français à 19 ans. Dès sa jeunesse, il est imprégné des convictions de sa famille et parmi elles, l'antifranquisme. À la faculté de Tolbiac, bastion de l'extrême gauche, Manuel Valls s'affiche social-démocrate. Plus tard, il ralliera les jospinistes. Ce n'est que récemment qu'il devient un fervent défenseur de François Hollande. Entre les deux hommes, ce n'est pas l'histoire d'une longue amitié. Mais Manuel Valls est un pragmatique et son ambition est immense. Maire d'Evry en Essonne de 2001 à 2012, il est candidat à la primaire socialiste face à François Hollande. Il deviendra ensuite le directeur de la communication pour la campagne présidentielle du futur chef de l'État. Nommé ministre de l'Intérieur dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, Manuel Valls veut faciliter l'accès à la nationalité française, tout en affichant une politique de fermeté. Sur la question des Roms, le ministre a mis un terme à la politique du retour aidé qui crée selon lui un véritable appel d'air. Dans l'affaire Leonarda, une adolescente rome expulsée alors qu'elle était en sortie scolaire, il affiche sa fermeté. Le ministre de l'Intérieur convainc par son style franc, alors que le président de la République apparaît comme indécis. Son style, direct et sans embâge, n'attire pas que des sympathies, mais pour l'instant, cela lui réussit bien. Et il y a bien sûr de très nombreuses réactions politiques ce soir, à gauche comme à droite. Florilège avec Camilla Campuzano. À l'Élysée, le suspense monte toute la journée. François Hollande prend son temps. En fin d'après-midi seulement, l'information filtre. Le nouveau Premier ministre, c'est Manuel Valls. Il était déjà dans tous les pronostics. Incompréhensible pour la gauche de la gauche. La réponse, c'est un suicide politique parce qu'il a choisi le personnage Manuel Valls qui est minoritaire, mais ultra minoritaire dans le mouvement socialiste français. Une division au sein du PS qui se profile déjà. L'aile gauche du parti s'est donné rendez-vous, un rendez-vous qui prend des airs de réunion de crise. On peut dire que c'est quand même pour le moins surprenant. Il choisit celui qui a l'image la plus à droite, la plus néolibérale, anti-35 heures pour la TVA sociale, pour répondre à une crise politique qui est née de l'abandon de l'électorat de gauche. Marine Le Pen va plus loin. Pour elle, Manuel Valls est même un homme dangereux. C'est une drôle d'idée, car M. Valls est le symbole d'un échec absolument total des missions qui lui ont été confiées. Il a échoué très lourdement sur l'insécurité qui n'a eu de cesse de s'aggraver dans notre pays. Pourtant, Manuel Valls est surnommé le premier flic de France, le Nicolas Sarkozy de gauche. À droite, on critique,
On ironise même. D'abord, je veux souhaiter bonne chance à Manuel Valls parce que je souhaite qu'il réussisse, je ne souhaite pas l'échec de mon pays. J'espère simplement qu'il fera un peu moins de communication et qu'il aura un peu plus de résultats qu'au ministère de l'Intérieur. Je ne vois ni changement de cap, ni décision courageuse susceptible de modifier profondément le processus de décrochage dans lequel le président de la République entraîne notre pays. Un dénouement inespéré pour celui qui était arrivé avant-dernier aux primaires socialistes lors des présidentielles. Manuel Valls n'avait obtenu que 5% des voix. 3 ans plus tard, le voilà en tête des sondages. 31% des Français l'imaginent bien à Matignon. Et dans cette édition spéciale, on démarre avec notre débat politique avec en notre compagnie Philippe Dallier. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, sénateur UMP de la Seine-Saint-Denis, réélu maire de Pavillon-sous-Bois avec 82% des voix. 82. Oui, c'est bien de le rappeler. Marie-Pierre de la Gontrie est avec nous. Bonsoir. Secrétaire nationale au Parti Socialiste et élue, francilienne avec nous et réélue. François Delapierre avec nous. Bonsoir. Secrétaire national du Parti de gauche. Et Yves Cochet. Bienvenue à vous. Bonsoir. Vous êtes eurodéputé écologiste. Alors, messieurs, madame, on va parler évidemment de toutes ces annonces. Je vous présente également notre dessinateur Hervé Baudry. Bonsoir Sonia. Bonsoir Hervé, une actualité très riche que vous allez croquer en direct ce soir. Alors, nous allons parler du fond, de l'action, mais d'abord, votre réaction à ce signal donné par la nomination de Manuel Valls, Premier ministre. Tout d'abord, Philippe Dallier. On a le sentiment que le président de la République est allé chercher le plus populaire de ses ministres. Mais est-ce que la question se pose ainsi? Moi, je ne le crois pas. La question est celle de la politique qui sera conduite par le nouveau gouvernement. Or, c'est vrai qu'il me semble qu'il y a un grand décalage entre la désespérance d'une partie de la gauche qui souhaiterait plus de dépenses publiques, plus de dépenses sociales, et l'impossibilité face à laquelle se trouve le gouvernement d'apporter effectivement, enfin d'exaucer ses souhaits. Et donc, je ne vois pas bien comment Manuel Valls va pouvoir réconcilier la gauche de la gauche et l'aile droite du Parti socialiste. Et la question que je me pose ce soir, c'est combien de temps est-ce que ça pourra durer? Est-ce qu'on ne va pas aller tout droit vers une crise institutionnelle parce que tout simplement à l'Assemblée nationale, il n'y aurait plus de majorité pour soutenir cette politique? Et vous n'y voyez pas justement une sortie de l'ambiguïté? Il assume. Écoutez, j'attends que le président de la République et le nouveau Premier ministre s'expriment et nous disent ce qu'il y aura dans le pacte de responsabilité. Ça fait 3 mois que nous attendons. On va parler en détail de cela, oui. Sur ce signal. On savait qu'il y aurait un remaniement. Bon, ça faisait des mois que Jean-Marc Ayrault et son gouvernement se traînaient comme ils pouvaient. Bon, Hollande a décidé de remanier au lendemain de la municipale. Donc, en toute logique démocratique, il devrait tenir compte de la municipale. C'est-à-dire, le remaniement devrait être une réponse au vote qu'ont fait les Français. Or, on est dans un paradoxe absolument inouï et pour tout dire insupportable. Les Français ont voté. Je parle de ceux de gauche. Bon, ceux de droite, ils ont voté à droite, plutôt mobilisés, avec les résultats qu'on connaît. Mais ceux de gauche, ils ont voté avec leurs pieds, ils ont fait la grève du vote, ils ont voté pour des listes d'opposition de gauche. Ils ont sanctionné Manuel Valls à Évry, qui est le ministre le plus sanctionné de tout le gouvernement dans ces élections municipales. Bon. Et vous avez entendu ce soir le président, il a dit « je reçois le message personnellement ». C'est se moquer du monde. Enfin, écoutez, cette allocution était une plaisanterie. Il fait une tartine sur la question de la transition écologique au moment où il sait que les écologistes ne peuvent pas... Bon, une tartine insuffisante, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord, mais au moment où il sait que les écologistes refusent Manuel Valls comme Premier ministre, il fait un grand numéro sur « je m'adresse à la gauche » en nommant le Premier ministre qui est le plus populaire à droite. Si on se fie au sondage, c'est l'électorat de droite qui fait la popularité de Manuel Valls. C'est l'homme des contradictions ce soir. Marie-Pierre de la Gontrie. Valls a été élu par la droite, dans les sondages et dans les urnes. Marie-Pierre de la Gontrie. Moi, je crois qu'après la claque incontestable qu'a connue la gauche lors de cette élection, tout le monde attendait une réaction, un rebond, une prise de responsabilité, une expression du président de la République. Donc, premier temps, on ne peut pas à la fois réclamer cela, à gauche comme à droite, j'ai envie de dire, et être consterné que ça se produise. Donc moi, je trouve que c'est très bien que le président se soit exprimé dès ce soir. Je crois que c'est inédit d'ailleurs de le faire dès le lendemain d'une élection municipale, quels qu'en soient les résultats, mais en l'occurrence... Quel signe y voyez-vous? Mais le fait qu'il s'exprime ou le fait qu'il ne... Si rapidement, justement, puisque vous avez souligné cette première. Oui, parce que je pense qu'il a... C'était aussi la mesure de la gravité de la situation de ce point de vue, et il voulait immédiatement apporter une réponse. Il a apporté une réponse, alors... François Delapierre, je comprends bien qu'il la trouve insuffisante. Et quant à Philippe Dallier, non mais je voudrais, enfin, l'intérêt de ces débats, me semble-t-il, c'est d'essayer de sortir du refus un peu convenu de quoi qu'il se passe. Moi, j'ai quand même entendu des choses, puisque
dans une partie de la gauche, dont je fais partie, nous attendions un certain nombre de choses. Nous disions que le pacte de responsabilité devait connaître certaines inflexions. Nous disions que la transition écologique devait être prise en compte. Et nous parlions du problème fiscal. Moi, j'ai entendu un président de la République ce soir qui dit, c'est ma responsabilité. C'est déjà pas si mal quand même, parce que souvent les politiques ont tendance à expliquer que ce n'est jamais de leur faute ce qui s'est passé. Vous lui reconnaissez cela, Philippe il Dallier, assume cette justement responsabilité. Ensuite, il donne des inflexions au pacte de responsabilité. Je ne dis pas qu'il change de cap, mais il donne des inflexions que, pour ma part, j'attendais. Ensuite, il y a la nomination de Manuel Valls, mais je ne veux pas monopoliser C'était la question. parole. C'était la question. C'est là que le Signal ministre de positif est pour vous. en Attendez, je vais donner contradiction. la parole à Non, Yves non, Signal je veux dire que positif pour vous. c'est le choix de l'énergie, du rebond, et par ailleurs, c'est pas Manuel Valls qui a été élu président de la République. Donc arrêtons. Pardonnez-moi, de je parler... sens une nuance quand même dans votre réponse. C'est-à-dire Vous soulignez le dynamisme, etc. Mais est-ce qu'un signal positif pour le pays et pour la gauche que vous représentez? Mais je pense que c'est un signal positif de prendre en compte ce qui s'est passé hier, et donc le discours du président de la République. Le Premier ministre, il est nommé pour appliquer. C'est un exécutant. Sans aller jusque-là, je ne suis pas François Fillon et Nicolas Sarkozy, même si j'ai entendu François Fillon ce soir au journal de 20h dire que le choix du Premier ministre n'était pas le choix important. Nous l'avons dit dans tous les débats depuis quelques jours. Nous avons dit le problème, ce n'est pas l'homme. On était interrogés tous les jours. C'est la politique. C'est la ligne politique qui compte. Yves Cochet, attendez, François Delapierre. C'est important. C'est la ligne politique qui compte. C'est la ligne politique qui compte. Monsieur Cochet. Alors oui, l'important bien sûr c'est la ligne politique. Moi je n'ai pas entendu que le président de la République dans son allocution veuille changer de cap. Bien au contraire, il veut approfondir, accélérer, resserrer, être plus dynamique même de combat, mais sur les mêmes orientations. Et je relève deux choses. La première, c'est que les votes qui ont eu lieu il y a 8 jours et hier reflètent une sorte de hiatus, un écart grandissant entre ce qui avait été promis voilà 2 ans, avant même l'élection présidentielle, et ce qui s'est fait réellement. Alors vous allez me dire, il faut un peu de temps pour mettre en œuvre une politique. Certes, mais pas à ce point-là. Il y a tellement de reniement, voire de stagnation, voire de régression. Et puis deuxièmement, il n'a pas entendu, je crois, le message qui s'est passé hier. Hier, on a dit, on veut en effet plus de politique, disons, à la fois écologiste et sociale. Et là, j'ai pas entendu grand-chose. Il y a une petite allusion. Le mot social a été prononcé. Le mot social, oui, oui, mais le pacte de responsabilité, ça n'est pas votable. On va avoir sans doute une déclaration de Manuel Valls dans une quinzaine de jours. Voilà ce que c'est que le pacte de responsabilité. C'est des cadeaux essentiellement d'entreprise. Tout est fait pour la compétitivité et la croissance, qui sont des illusions en plus, car l'analyse matérielle de ce qui se passe en Europe, c'est qu'on ne pourra pas retrouver ces chemins de la croissance, quel que soit le volontarisme politique, et aussi bien d'ailleurs le président Hollande que Manuel Valls ont du volontarisme. Mais quand on est à ce point aveugle aux réalités, eh bien, on risque d'échouer, et je le regrette pour mon pays. Nous avons la démonstration qu'il n'y aura pas longtemps une majorité à l'Assemblée nationale pour porter la nouvelle politique qui se dessine, celle du prochain Premier ministre, parce que vous nous dites approfondir. Écoutez, à l'évidence, on nous dit approfondir, accélérer. Mais non, François Hollande, lors de ses vœux le 31 janvier, a tourné la page. Il a constaté que la politique conduite depuis 18 mois a échoué, les chiffres du déficit budgétaire sont encore plus mauvais que prévu, le chômage, la courbe ne s'est pas inversée. Hollande change de politique. Il va falloir qu'il fasse des économies et ça va être très difficile pour le pays, c'est ça la vérité. On le sait. Alors ça peut être habillé plus ou moins, c'est probablement ce qu'il cherche à faire, mais au bout du compte, qu'est-ce qu'il y a? On a là 3 positions différentes et plus de majorité pour porter cette politique. Et on va, à mon avis, à de graves difficultés. Mais malgré tout, vous l'encouragez à aller dans cette voie, puisque vous dites qu'il faut dire la vérité aux Français, qu'il faut faire des économies. Ça a été votre politique. Ce pays non, madame. Moi, je dis que ce pays n'a pas le choix, et contrairement à Yves Cochet et à mon collègue à côté, le pays n'a plus le choix. Delapierre, pardon. Le pays n'a plus le choix. Il va falloir trouver ces 50 milliards d'euros. Il faut redonner de la compétitivité à nos entreprises. Sur le diagnostic. C'est ce qu'a dit François Hollande ce soir. Je partage le diagnostic. Maintenant, c'est la politique à conduire sur laquelle peut-être nous divergerons. Non mais ça c'est vrai que c'est une vraie question qui va se dénouer à un moment donné, ça va bien se dénouer. Bon, le programme aujourd'hui de François Hollande et de Gattaz, les 50 milliards du pacte de responsabilité, Hollande n'a pas été élu dessus. Mais je dirais les députés socialistes et Europe Écologie non plus. Donc ils vont être face à une question à l'Assemblée. Est-ce qu'ils soutiennent cette polique? Est-ce qu'ils donnent leur confiance à Manuel Valls pour mener une politique qui les emmène à la catastrophe électorale? Le président de la République n'a pas donné d'inflexion. Il a rajouté dans cette... Je m'y connais un petit peu, ça ne tient pas la route. Un pacte de solidarité selon vous. Quand il dit, mais reprenons les mots, dites-nous ce que vous en pensez. La justice sociale, pacte de solidarité.
Madame Les Mabrouk, priorités d'éducation, sécurité sociale, pouvoir d'achat. Qu'en Il pensez-vous? dit on va quand même baisser les cotisations sociales pour les entreprises. Bon. En plus, on va les baisser pour les salariés. Et on va privilégier la santé et faire des économies. Tout ça ne tient pas la route. La quadrature si du jamais cercle. vous baissez les cotisations sociales et pour les entreprises et pour les salariés, vous diminuez les ressources de la protection sociale. Donc je ne vois pas comment on développe notamment la politique en matière de santé. Si on fait des économies, c'est donc on va faire des économies sur les services publics. Mais de toute façon, tout ce vocabulaire, tout en étant conforme aux engagements européens, tout ça, c'est un habillage d'une politique d'austérité. Ce qu'il appelle économie, ça va être des coupes dans les services publics. Et c'est pour ça qu'il a besoin d'un gouvernement de combat, de Manuel Valls, que ça ne dérange pas. Manuel Valls l'a dit. Il dit le socialisme, c'est un gros mot. Et il a même proposé que le Parti socialiste change de nom pour retirer socialisme de son nom, parce que c'est déjà trop. Il reste au moins ça de socialiste dans le PS. Sur les Marie-Pierre Laconté. Sur les inflexions, reconnaissez qu'il faut qu'elles soient, j'allais dire, concrètes et en monnaie sonnante et trébuchante pour les Français. Quand François Hollande dit 2017, ça nous paraît... C'est tellement loin. Certes, mais sauf que là où je ne suis pas d'accord, c'est-à-dire qu'encore une fois, c'est curieux d'ailleurs, si on écoute précisément François Hollande, moi j'ai entendu effectivement un discours qui prenait en compte un certain nombre d'attentes dans ce qui concerne le pouvoir d'achat, des bas salaires, etc. Bien. Il n'était pas en 7 minutes au journal de 20h, enfin sur toutes les chaînes, il n'allait pas détailler, etc. Donc je pense que ça, c'est le job de Manuel Valls, effectivement, demain, de donner chair à ce que nous demandions, enfin une certaine partie de la gauche en tout cas, c'est-à-dire cette inflexion de manière à prendre en compte les situations des personnes à grande difficulté. C'est l'abandon du pacte de responsabilité. Je voudrais voir, l'inflexion. Lorsqu'il y a toujours un couple à l'exécutif, cohabitation ou pas. Et on l'a vu d'ailleurs au moment où il y avait Lionel Jospin avec Jacques Chirac. Ceci étant dit, en fait, celui qui a vraiment le pouvoir en France, c'est le Premier ministre quand on regarde les institutions. C'est le Premier ministre qui a beaucoup plus de pouvoir que le président de la République. Beaucoup plus, à part en politique extérieure et encore. Bon. Et donc, ça dépend de la personnalité des gens. On voyait bien que Jean-Marc Ayrault... Il applique la politique inspirée par le président. Pardon ? Il applique la politique inspirée par le président. Non. Est-ce que, par exemple, lorsqu'il y avait la vraie cohabitation justement entre Chirac et Lionel Jospin, non, c'est Lionel Jospin qui a fait toute la politique. Et il en est nommé. Ça dépend de la personnalité des gens qui sont l'un à Matignon, l'autre. Et je pense que Manuel Valls, il a plus de personnalité, il a plus d'ambition, il a plus peut-être même de vision que Jean-Marc Ayrault, donc il aura tendance à faire la politique que lui estime bonne pour la France. Je ne dis pas qu'il va se tromper obligatoirement, mais cette politique, il avait déjà définie de nombreuses fois, notamment au moment de la primaire socialiste, ça n'est pas une politique, disons, qui est la plus solidaire et la plus écolo qu'on connaisse, c'est même plutôt le contraire. Ce pays n'a plus les moyens de distribuer de l'argent, et c'est là où on ne sera jamais d'accord. Vous êtes content. Mais bien sûr que non, je ne suis pas content. Si vous étiez honnête, vous vous réjouiriez de la nomination de Manuel Valls. Mais non, bien sûr que non. Mais ce pays n'a plus les moyens. Et il y a quand même eu quelque chose d'étonnant à la fin de l'allocution du président de la République. Il dit il faut trouver les 50 milliards d'euros d'économie pour entrer dans les clous de Bruxelles. Mais on va quand même lâcher un peu de l'Est vers la fin du quinquennat, 2016-2017, et on va aller demander à Bruxelles l'autorisation de déduire cette contribution à la compétitivité européenne de nos engagements. La vérité, c'est que nous devons faire ces économies parce que la dette ne fait que s'aggraver, le déficit ne fait que s'aggraver, et ça ne peut pas continuer, c'est cela la vérité. Alors je partage le constat, maintenant comment faisons-nous ? Vous ne partagez pas le constat, vous pensez qu'on peut continuer à dépenser et qu'on va relancer. Écoutez, alors expliquez-nous, parce que je pense que je vous ai mal compris alors. Ça dépend où on fait les économies, ça dépend où on fait les économies. D'ailleurs, ça dépend aussi si on demande des contreparties aux entreprises, c'est-à-dire jusqu'à présent on avait un pacte de responsabilité dont on avait compris qu'il n'avait pas de contrepartie, parce que tout ça n'est pas très précis. Et ce soir, il a quand même expliqué, il a dit des choses concernant les contreparties. Mais ce ne sont pas des contreparties réelles, ce n'est pas des engagements précis. Mais dans ce cas-là, c'est pas des engagements chiffrés, sinon il l'aurait dit. Alors là, dans ce cas-là, faut on même est pas payé écouter le président de la d'expérience. République. Il a dit depuis le début, il a dit qu'il faudrait qu'il y ait des contreparties, des créations d'emplois. Il ne va pas raconter qu'il distribue de l'argent pour rien. Donc il n'y a aucun élément nouveau. L'élément nouveau dans sa déclaration, c'est la nomination de Manuel Valls. Et je suis d'accord avec ce que dit Yves Cochet. Manuel Valls n'est pas un ministre, comment dire, grisaille. C'est pas le profil un peu corbillard là, qui était celui de Jean-Marc Ayrault. Il est enterré. Non, mais c'est vrai que Jean-Marc Ayrault avait le côté, bon, il est lisse, on ne sait jamais ce qu'il pense. Manuel Valls a accepté. Il a un profil. Manuel Valls a accepté d'être Premier ministre pour mener une politique. Manuel Valls, il a une identité politique, il s'est exprimé, il s'est engagé dans la primaire socialiste, c'était le plus à droite, c'était l'extrême droite du mouvement socialiste. Il a fait d'ailleurs 5% sur cette orientation. Il ne s'en est pas caché, il s'est opposé à Jean-Marc Ayrault. Il s'est même opposé à des engagements de François Hollande. Il s'est opposé à des engagements
engagement pris par François Hollande, candidat de campagne, et il a gagné. C'est pas le Manuel Valls des primaires qui devient Premier ministre, c'est un Premier ministre choisi par Mais il ne va François pas Hollande. changer, c'est une Le président de la République, le président de la République a été d'autant plus sobre et bref ce soir que précisément il a dû discuter quand même assez sérieusement avec Manuel Valls, qui lui a dit voilà la politique que je compte mener, je compte gouverner de telle manière. Et Manuel Valls ne va pas appliquer strictement, ça n'est pas un exécutant comme a pu l'être Jean-Marc Ayrault, qui était très copain avec Valls et qui n'avait pas les possibilités, disons, charismatiques que peut avoir Valls. Sinon, on va écologistes quand même, parce que ça c'est un fait politique majeur. On a Yves Cochet sur le plateau, nos amis écologistes décident de ne pas participer au gouvernement. Est-ce que tout, vous dites nos amis écologistes, est-ce que tous vos amis écologistes... C'est une vraie question. Parce qu'on va se retrouver là, ça va faciliter les choses. On s'est déjà retrouvé à Grenoble, c'est une très bonne chose. Est-ce que des personnalités, on va dire, plus ou moins indépendantes dans votre parti pourraient décider de rentrer dans ce gouvernement? Rien n'est encore dit, la messe n'est pas dite. Comme on est assez poli, on va demander demain un rendez-vous avec Manuel Valls. Emmanuel Cos, qui est notre secrétaire national, va dire on veut rencontrer le nouveau Premier ministre et puis discuter avec lui sur le fond, sur les orientations. Il est très vraisemblable, et d'ailleurs Pascal Canfin et Cécile Duflot, qui ne veulent pas participer à ce nouveau gouvernement, ont pressenti qu'il est très vraisemblable qu'on ne puisse pas accepter cette nouvelle orientation, notamment sous la férule de Manuel Valls. Par conséquent, on sortira du gouvernement, on sort du gouvernement, et on continuera à faire notre travail loyalement, mais de manière un Donc peu vous plus êtes critique. sorti renforcé, si je puis dire, des élections municipales et vous sortez du gouvernement. Vous y voyez une logique? Et oui, parce que précisément, c'est parce que c'est le Parti socialiste essentiellement qui a été battu dimanche dernier. D'une certaine manière, les autres partis de la majorité ou de la gauche ont eu évidemment des échecs relatifs parce que c'est la droite qui a gagné, ça on est d'accord. Mais dans la tourmente, on s'en sert plutôt bien, et précisément parce qu'on a eu des critiques vis-à-vis de ce gouvernement. Et je vois Cécile Duflot et Pascal Canfin qui ont maintenant un peu de bouteille politique, on ne pourra pas faire de la bonne politique, notamment écologiste, alors que c'est là que se trouve à la fois la bonne santé de l'économie et la création d'emplois non délocalisables, dans l'agriculture, dans la transition énergétique. Ça ne va pas avoir lieu, hélas. Marie-Pierre de la Contrée, je voulais vous poser également une question. J'aurais bien dit un mot sur les Verts. Répondez, allez-y, je vous en prie. Je pense qu'il y a un pari stratégique de la part d'Europe Écologie Les Verts dont je ne sais pas s'il sortira gagnant. Parce que, d'une part, je pense que vous êtes exprimé un peu vite, c'est-à-dire que vous avez du coup concentré vos critiques sur l'homme, Manuel Valls, et non pas sur la politique qu'il annoncera dans très peu de jours, j'imagine, à l'Assemblée nationale, et qui aurait, me semble-t-il, permis d'asseoir votre critique. On peut prendre les paris, si tu veux, Marie-Pierre. Non, mais je sais ce qu'il va dire. Je constate. Mais la deuxième chose, c'est que le paradoxe, c'est que vous avez plutôt tiré bénéfice électoralement, j'en suis très heureuse pour vous, d'être à la fois présent au gouvernement, mais en même temps dedans, pied dehors. Voilà. Et de fait, vous avez bénéficié d'un certain nombre de voix, de personnes qui ne souhaitaient pas se porter sur les socialistes parce que trop identifiés, à juste titre d'ailleurs, au gouvernement, et sans être jusqu'à la transgression de voter pour mes amis du parti de gauche. Donc là, je pense que peut-être d'un point de vue stratégique, vous avez peut-être dégainé un peu vite. Mais sauf qu'on va pouvoir faire des choses ensemble comme on l'a fait à Grenoble. Ça, nous le verrons. Marie-Pierre Lacontré, je voulais vous poser une question parce que vous avez parlé tout à l'heure de la majorité, c'est très important. Est-ce que ce changement, en tout cas ce qui a été annoncé ce soir, est de nature à calmer la fronde? Parce que c'est une fronde qui montait dans les rangs socialistes où percent des clivages entre ceux qui pensent qu'il faut changer de politique, et il y en a beaucoup, notamment les partisans de Martine Aubry, et les autres qui dénoncent simplement les problèmes de méthode et de couac. Il y a bien ces deux lignes qui sont présentes. Alors, je pense que, j'ai envie de dire, il y en a trois. Les partisans de Martine Aubry, dont je fais partie, nous souhaitions une inflexion, entre guillemets, sociale du pacte de responsabilité. Donc nous allons entendre de voir quel est le contenu que donne Manuel Valls au propos du président de la République de ce soir. Vous ne donnez pas un chèque en blanc, hein. Vous attendez. Pas un blanc-seing. À qui? Au Premier ministre ou au président de la République? Au Premier ministre. Non mais attendez, il n'est même pas encore en fonction. Mais vous le connaissez. Je veux dire, il fait partie des vôtres. Non, mais moi je le connais très très bien. Mais je ne le connais pas comme Premier ministre de François Hollande dans ce contexte-là. Donc nous allons voir quelles vont être ses propositions précises dans le cadre de sa déclaration de politique générale. Et à ce moment-là, nous verrons effectivement si les choses... Bon. Mais il y a d'autres partis du Parti socialiste qui sont plus exigeants. Moi, je vais vous dire les choses assez franchement. Je ne suis pas pour que notre exigence se confine à la crise institutionnelle. Voilà. Au Parti socialiste. Au Parti socialiste, nous avons. Je au pense Parti socialiste. Pour le pays. Je pense parce que je termine juste. Au Parti socialiste, nous avons
fait le choix de soutenir François Hollande, nous avons porté cette candidature et nous Oui. avons fait le choix de contribuer à ce que ce mandat Il vous doit réussisse. beaucoup, mais vous lui à ce devez que beaucoup. ce mandat oui. réussisse. Bah, une à ce que boucherie, ce mandat réussisse. Vous lui donnez Bien. une catastrophe Donc, électorale. je Et veux ça dire va par être- ça là- va être la même chose au Attendez, régional elle l'année termine prochaine. sa Je phrase, réponds s'il juste vous à la plaît. question qui Ça m'était change posée par rapport au positionnement interne. Je m'en excuse, mais tu connais bien tu connais bien le Parti socialiste, au positionnement interne au Parti socialiste. Et donc, je l'indique, ceux qui souhaiteraient qu'il y ait un tournant un peu plus social dans le pacte de responsabilité ne souhaitent pas qu'il y ait une crise institutionnelle. Et vous en faites Voilà. partie, vous ne le souhaitez pas, Voilà. ni Martine Aubry, ni les Vous avez ténors tous du compris. parti. Je voudrais juste vous faire réagir. Regardez, Yves Cochet, à la caricature d'Hervé Baudry, vous allez le reconnaître assez rapidement. Oh, c'est On va Jean-Vincent voir. Blaché ou quoi? Voilà. Bon. Alors, ministre. Oui, Alors, là, dites-nous. c'est presque ressemblant, mais je vous dis, on va demain, j'espère, être reçu par Manuel Valls, et puis en fonction des propositions qu'on va lui faire, C'est en fonction. Hein. en fonction, oui, Parce oui, que vous allez très très vite ce en soir. non, mais il va quand même essayer de former un Le gouvernement. tempo est à l'accélération. Vous allez être poli, s'il veut pas hein. nous rencontrer, il peut très bien dire, bah écoutez, non les écolos, Cécile est partie, Pascal Canfin est parti, on n'a plus besoin de vous. Bon, très bien, mais on est encore une fois poli et on souhaite la réussite de ce pays. Mais si les propositions qu'on va lui faire sont refusées, eh bien il n'y aura pas ni même Jean-Vincent Placé Donc ni la qui que ce porte soit. reste ouverte, c'est important ce soir. Oui, là, bien sûr, mais on est toujours d'accord pour discuter. Il n'y croit pas. Hein. François Delapierre, Ce qui est très je voulais important, vous c'est poser le une projet de loi question sur la transition par énergétique. par rapport aussi à un autre pays européen, à l'Italie. Le plan de relance de l'Italie, on en parle beaucoup. Matteo Renzi, ce sont 10 milliards d'euros de baisse d'impôts pour les ménages, en particulier les ménages les plus modestes, est érigé souvent en exemple. Est-ce que vous pensez qu'on devrait faire la même chose? Non, Sans mais en avoir les moyens, déjà, quand on d'ailleurs. dit, ça fait partie des choses qu'a dit François Hollande. Il dit, j'ai entendu le message social, je vais baisser les impôts. Bah, déjà, il y a la moitié des ménages qui ne le payent pas. Donc, quand vous baissez les impôts, vous ne bénéficiez pas à la moitié c'est des gens l'impôt les sur plus le pauvres. revenu, mais il y a Voilà. toutes sortes L'impôt d'impôts. que tout le monde paye, vous avez raison, monsieur Dallier, l'impôt que tout le monde paye, c'est la TVA. Nous demandons à François Hollande de baisser la TVA. Au moins, ce serait un engagement de campagne qui respecterait. Est-ce qu'il est préparé à baisser la TVA? Non. Il va baisser l'impôt sur le revenu, donc ça va bénéficier à seulement la moitié de la population. Et d'ailleurs, ça bénéficie à tout le monde. Hein. Même les revenus les plus riches bénéficient de la baisse de la tranche la plus basse. Bon, tout ça est une entourloupe. Et malheureusement, j'aimerais bien entendre le contraire, parce que ce serait une victoire politique pour nous. On plaide pour un changement de cap depuis le début. Bon. Philippe Dallier, oui, je vais vous laisser réagir. Je voudrais simplement comprendre quelque chose, parce que quand on écoute ce qu'a dit François Hollande précisément, et quand on reprend ces termes et les objectifs assignés à Manuel Valls, il dit ceci: redonner la force à notre économie. Vous êtes d'accord? Oui, La justice sociale, vous êtes quand même d'accord? tout le monde est d'accord. Les économies budgétaires, vous êtes d'accord? Ah oui, C'est à fond, obligatoire. à fond. Convaincre l'Europe, vous êtes d'accord? Oui. Alors qu'est-ce qui ne va pas? C'est la politique conduite jusque-là, et on attend de voir quelle est la nouvelle politique. Voilà, on est dans le discours. François Hollande, depuis 3 mois, Donc vous aussi, vous laissez la porte ouverte, en fait. il a effectivement laissé penser aux Français, et il en a eu les résultats électoraux, c'est manifeste qu'il allait changer de politique. J'attends de voir le contenu. Et c'est là où je suis un peu triste de voir, enfin triste, en tous les cas, ce n'est pas une surprise, de voir cette majorité qui n'est d'accord sur rien. Et quand on sait qu'il y a 2 voix de majorité à l'Assemblée nationale pour le Parti socialiste, moi je pense, comme mon voisin ici, François, que nous allons à la crise institutionnelle et qu'on ira à la dissolution dans 18 mois, parce que la France n'aura plus les moyens de faire une autre politique que celle que Valls va être obligé de Il conduire. connaît les leçons de l'histoire, François Hollande. Il n'ira peut-être pas vers la voie que vous préconisez, peut-être. Mais peut-être qu'il y sera contraint, Ah, tout c'est autre simplement. chose. C'est autre chose. Oui, Yves ce que je Cochet. voulais dire à propos de la fiscalité, nous on a beaucoup insisté sur ce point que il faut faire ce qu'on appelle des pollutaxes. Un des exemples parmi 10, c'est qu'on a appelé à tort d'ailleurs les quotas. bah, oui, on mais en a c'est gardé pas un une souvenir, écotaxe. hein, oui. C'est une taxe sur les poids lourds qui a été d'ailleurs votée bien avant. Mais présentez-la Et- comme vous voulez, Yves Cochet. Vous avez vu le résultat? Les Eh bien, conséquences? Mais alors, je crois que si on manque de courage sur l'ensemble d'une politique plus écologique, alors évidemment, on n'a aucun intérêt, nous, à participer à ce gouvernement. Moi, j'attends en effet peut-être plus de courage, plus de fermeté de Manuel Valls. On va lui faire ses propositions, parmi d'autres évidemment demain matin. Et s'il les refuse, eh bien, on ne participera pas. C'est-à-dire Non, mais le ça a le retour de mérite d'être l'écotaxe clair. et on vient au Non, gouvernement. c'est-à-dire Ou de la qu'il pollutaxe. vaut mieux riper, si vous voulez, l'assiette des cotisations et des impôts du travail vers les pollutions. Ça, c'est une tendance générale qu'on voudrait, qui a eu lieu dès le budget 2015. Est-ce que Manuel Valls est d'accord là-dessus? Et est-ce que les gens de Bercy sont d'accord Il vous là-dessus? le dira demain. Voilà. Marie-Pierre de la Gontrie, un mot dont on n'a pas encore parlé, c'est la confiance. La confiance perdue, en tous les cas, le lien s'est un peu descendu. Est-ce que, avec ce qui a été dit ce soir, François Hollande a employé d'autres mots? Il a parlé de rassemblement, il a parlé d'une action à long terme, un message de rassemblement pour les Français. Est-ce que vous pensez que ce lien peut être encore restauré?
Si je ne le pensais pas, ce serait le désespoir de l'action politique. Donc c'est clair que c'est notre challenge depuis hier soir. Et de ce point de vue, c'est sans doute cette démarche-là qu'a voulu engager François Hollande par le choix de Manuel Valls, qui est, quoi qu'on en dise, quelqu'un d'extrêmement populaire et qui permettra peut-être qu'on accroche. J'en prends le pari, ça ne durera pas. C'est vrai le plus grand diviseur de la gauche. C'est l'enfer de Matignon. On met un pied dans l'hôtel de Matignon, on est la cible de tout, mais ça c'est l'histoire politique, vous êtes d'accord? J'entendais même de collègues de l'UMP dire que pour un Premier ministre, je ne dirais pas le nom qui était cité, il lui avait fallu 5 ans pour se remettre de son passage à Matignon. Mais justement, on va voir Jean-Marc Ayrault, combien lui faudra-t-il de temps pour s'en remettre? François Hollande a quand même exprimé ce soir sa reconnaissance à Jean-Marc Ayrault. Cette fois, ça y est, après plusieurs semaines de rumeurs, il a finalement démissionné du poste de Premier ministre, démission acceptée. Nommé le 15 mai 2012, l'ancien maire de Nantes aura donc tenu près de 2 ans à Matignon. Tenu, c'est le bon terme, car rien n'a été facile pendant cette période pour l'ex-patron des députés socialistes. Retour sur son bilan et son équipe avec Julie Hulin, et on en parle juste après. Regardez. Il a connu le plus haut et le plus bas. Mai 2012, 2 semaines après sa nomination, Jean-Marc Ayrault bénéficie pour ses débuts à Matignon d'une cote de popularité record dans la Ve République, 65% d'opinion positive. 2 ans plus tard, elle s'est effondrée à 25%. François Hollande ne voulait pas d'un éléphant. Il avait choisi un proche, loyal, travailleur et austère. Son règne a très vite tourné au calvaire. Face à un gouvernement pluriel, il assiste à la multiplication de couacs au fur et à mesure de son action. Vincent Peillon qui annonce le retour de la semaine à 5 jours, Arnaud Montebourg qui soutient la filière nucléaire, Cécile Duflot et Manuel Valls qui s'attaquent mutuellement sur le dossier des Roms. Un gouvernement, ce n'est pas une addition d'individualités, c'est une équipe. On attend l'exemplarité, et c'est la vraie de chacun des ministres, c'est ce que j'ai rappelé. Le message a été bien compris, il est passé. De recadrement en recadrement, Jean-Marc Ayrault peine pourtant à s'affirmer et offre à la droite l'occasion de multiplier les accusations d'amateurisme. Monsieur le Premier ministre, 5 mois après votre nomination, il ne se passe pas un jour sans qu'un dirigeant du PS, ou pire, un de vos ministres, ne vous défie, ne vous conteste ou ne vous contredise en public. Homme de dossier plus que de communication, il est toutefois l'artisan de certains chantiers. Retraite à 60 ans pour les carrières longues, emploi d'avenir, pacte de compétitivité. Il porte l'orientation social-démocrate et une politique de rigueur qui ne veut pas dire son nom. Il n'y a pas d'austérité, il y a une gestion rigoureuse de l'argent public, mais il y a des priorités. Oui, j'assume d'avoir été obligé d'augmenter les impôts. Plus offensif de mois en mois, il a toujours gardé le même cap. Il se disait partisan d'un gouvernement resserré. Il en a finalement fait les frais. Voilà, et finalement, ses efforts pour sauver, entre guillemets, sa peau sont restés vains. Il s'est accroché, s'est battu, et finalement, il a démissionné. Marie-Pierre de la Gontrie, c'était un chemin de croix, celui de Jean-Marc Ayrault à Matignon. Il a reçu beaucoup de flèches. Il faudrait lui poser Encore la question. Saint-Sébastien. Oui, c'est ça, on fait beaucoup de références à la Bible ce soir. Je pense que, oui, ça a sans doute été un peu difficile, parce que... il y avait des fortes personnalités au gouvernement qui n'avaient pas l'intention de subir quelque autorité que ce soit. L'autorité a été contestée rapidement. Un petit peu, enfin j'ai cru comprendre que... Manuel Valls, le premier. C'est la lessiveuse, Matignon. Ben, il y a peu de premiers ministres, on peut dire, qui ont réussi ensuite, après Matignon, par exemple, à être président de la République. Jacques Chirac l'a fait. C'est le seul. Mais avec, disons, une sorte d'ambiguïté politique extraordinaire, c'est le seul qui pouvait le faire d'une certaine manière. Quelle conclusion vous en tirez pour Manuel Valls alors? Il est possible, mais je ne le souhaite pas évidemment, que ce soit un piège pour lui. Non, mais il est possible que ce soit un piège. C'est-à-dire que, bon, je ne dis pas que François Hollande est un Machiavel, mais enfin, en le mettant ici à Matignon, comme c'est très difficile, la civilisation française, européenne est difficile, etc., on se grille facilement et sa popularité, elle peut descendre beaucoup plus vite que la montée. Donc, je ne le souhaite pas. Je souhaite que mon pays sorte grandi de cette phase de crise. Mais je crains que ce soit difficile et que même Manuel Valls, même avec la personnalité un peu plus forte, un peu plus, disons, exubérante et extravertie que celle de Jean-Marc Ayrault, n'y parvienne pas. Regardez, Hervé Baudry, est-ce que vous pouvez commenter votre caricature à l'instant? Plus forte, voilà, on va passer du gros plan du pays de Nantes, ce vin blanc, au Rioja. Ça, c'est le cuisinier de Matignon qui parle. Hein. Ça va peut-être changer un petit peu. Nicole Bricq l'apprécie énormément. Ça peut tourner les têtes. Jean-Marc Ayrault, victime, expiatoire ou bouc émissaire?
Mais c'était comment dire. Pour moi, c'est l'orientation décidée par François Hollande. C'est lui qui a fait les grands arbitrages, le pacte de responsabilité. C'est lui. Sur les questions essentielles, c'est toujours lui. Et les autres ont écopé. Et même maintenant, les maires ont pris la raclée électorale à cause de ça. Donc il y a une injustice fondamentale à ce que le président de la République reste là. Il nous parle beaucoup de responsabilité, mais lui, il est irresponsable. Il fait payer les institutions de sa crise. Je les combats. Je suis pour le passage à une 6e République. Je serai pour un référendum révocatoire. Et ça nous permettrait d'exercer véritablement la responsabilité et la souveraineté. Mais je signale que Manuel Valls, c'est un rétrécissement. C'est pas simplement un gouvernement resserré d'ailleurs à ceux qui veulent bien travailler avec lui, mais c'est aussi un rétrécissement. C'est moins que ce qu'est aujourd'hui Jean-Marc Ayrault, ce qui est déjà pas, donc ça fonctionne pas très bien. Ce soir, je dis, Valls arriverait presque à nous faire regretter Jean-Marc Ayrault. On n'en est pas là. Il faudra quelques mois pour arriver à ce résultat. Écoutez, je pense que Jean-Marc Ayrault est un honnête homme, mais qu'il n'était pas taillé pour la fonction, et c'est un peu le problème. Et j'espère vraiment que l'intention du président de la République n'est pas de rocardiser Manuel Valls, parce que si c'était l'intention pour le carboniser pour 2017, je pense que le pays perdrait encore 6, 12 ou 18 mois, et franchement, je pense qu'on n'en a pas les moyens. Eh bien, l'histoire nous le dira. Merci beaucoup d'avoir été nos invités. Merci Philippe Dallier, maire et Pierre de la Gontrie. Merci à vous, François Delapierre et Yves Cochet. Merci. La suite de cette édition spéciale, et on va parler à présent justement des conséquences de cette vague bleue aux élections. Eh bien, les cartes sont rebattues pour les sénatoriales de septembre, n'est-ce pas Philippe Dallier? Oui. Oui, vous confirmez? Le Sénat va passer à droite. Qui verront le renouvellement, en tous les cas, ça c'est sûr, de la moitié des sénateurs. Et la droite pourrait reconquérir la Haute Assemblée, compliquant encore un peu plus l'équation pour François Hollande. On voit tout cela avec Quentin Calmet. Valence dans la Drôme, Montbéliard dans le Doubs, Albi dans le Tarn ou encore Chambéry en Savoie. En tombant dans l'escarcelle de la droite, ces villes relancent l'hypothèse d'une alternance dans la Chambre haute dès 2014. Certains à l'UMP ont déjà fait le calcul. Nous sommes dans nos calculs à 5 sièges d'avance. Ça veut dire pas d'erreur, beaucoup d'unité, beaucoup de rigueur et de vrais choix à opérer pour que, naturellement, nous soyons en situation de gagner en septembre. Il y a un élan. Alors cet élan, il doit se transformer. On est en état et en situation de gagner le Sénat. Donc mettons-nous en ordre de bataille. Pour ce sénateur socialiste, ces calculs sont prématurés. Une partie de la droite a parfois du mal avec la démocratie. Je crois qu'il faut laisser les grands électeurs se prononcer. Jamais une élection n'est jouée avant qu'ils se soient prononcés. Je dirais même que c'est un peu méprisant pour les grands électeurs de se conduire de cette manière. Donc un peu moins d'arrogance, un peu plus d'humilité. Ça doit s'appliquer à la gauche, mais manifestement ça doit s'appliquer à la droite qui rêve évidemment de reconquérir cette assemblée. Certaines décisions prises récemment risquent de peser lourd dans le choix des grands électeurs. Redécoupage des cantons ou encore réforme des rythmes scolaires, ces choix politiques sont contestés dans de nombreuses collectivités rurales très bien représentées au Sénat. Une chose est certaine, les 6 mois qui nous séparent du vote s'annoncent chargés de suspense. La suite de cette édition spéciale sur Public Sénat et en notre compagnie à présent notre journaliste Perrine Tarnot. Bonsoir Perrine. Bonsoir Sonia. Nous allons évoquer dans quelques instants les conséquences sur les futurs scrutins à venir et notamment les sénatoriales. Mais d'abord Caroline Deschamps, bonsoir. Bonsoir Sonia. On va faire le point ce soir bien sur les réactions sur les réseaux sociaux et elles sont nombreuses. Eh bien oui, Twitter est en surchauffe. Les mots-clés Valls, Premier ministre, remaniement ont caracolé en tête du réseau depuis la fin de l'après-midi. Traditionnel duel UMP-PS, évidemment, après l'intervention de François Hollande. Au sein de la majorité, on se réjouit. François Rebsamen, dont le nom est souvent cité pour rejoindre le gouvernement, se félicite et estime que le malentendu qui avait pu s'installer entre le président de la République et les Français est levé par son explication des orientations. À droite, Sébastien Huyghe écrit, lui, après la boîte à outils, c'est le gouvernement de combat. Après le pacte de responsabilité, c'est le pacte de solidarité. Coup de com'. Et puis, il y a ceux qui tentent le jeu de mots facile, à l'instar d'Éric Woerth qui se demande Valls, l'anti-héros, ou comme le sénateur Henri Drincourt, dont on est plus habitué à la retenue, qui tweet, je cite, la valse gouvernementale accouche d'une souris verte. Caramba, encore raté. Et bien voilà, Perrine. On apprend qu'il est sur Twitter également. Au centre, Ramayad critique elle aussi le choix de Manuel Valls. Drôle de réponse à la colère du peuple de gauche, à moins qu'Hollande n'en fasse son nouveau rocard. Ce que vient de dire Philippe Dallier, exactement. Très bien. À l'extrême droite, alors Marine Le Pen, on l'a vu, considère que Manuel Valls est un homme dangereux. Pour le nouveau maire de Béziers, Robert Ménard, lui, il se réjouit du remaniement
remaniement. Il écrit « L'arrivée de Valls à Matignon est une bonne nouvelle, le départ de Cécile Duflot aussi ». Alors chez les Verts, évidemment, on l'a mauvaise, mais c'est l'extrême gauche qui, sans surprise, est la plus acerbe. Alexis Corbière, secrétaire national du Parti de gauche, n'y va pas par le dos de la cuillère. Je cite « La nomination de Valls, l'homme qui voulait que le PS abandonne le nom socialiste, et la preuve éclatante, Sonia, de la dégénérescence de ce parti ». Alors voilà pour les politiques. Et comment le remaniement est accueilli par les internautes, Caroline? Ce sont les tweetos de gauche qui réagissent le plus et qui se disent dans la majorité d'entre eux écœurés. Le choix de Manuel Valls ne passe apparemment pas. Sarko France écrit « Bon, ça y est, je suis dans l'opposition. Merci, au revoir ». Pour humour de droite, Hollande, je cite, réussit à installer une cohabitation sans dissoudre l'Assemblée. Chapeau l'artiste. Rire jaune également pour Solférichaud qui écrit « Valls tragique à Matignon ». Un mort. Alors du côté, oui, ça y va pas de main morte. Hein. Du côté des journalistes, on s'est étonné que les infos et les rumeurs sur la nomination de Valls viennent de Matignon cet après-midi et soient annoncées par les chaînes d'infos. Carole Barjon du Nouvel Obs écrit « L'annonce du remaniement par les chaînes d'infos va sûrement améliorer l'image de la politique auprès des Français ». Et puis Samuel Laurent du Monde ainsi que d'autres ressortent la fameuse boîte à archives avec les ancien tweet de Valls, un tweet qui disait « Oui, j'y crois » et avec les vidéos INA comme cette première télé de Manuel Valls. C'était en 1982, il a 19 ans, un beau pull jacquard. Regardez. Le premier souci des jeunes, c'est le travail. À quoi sert l'école si elle débouche sur le chômage? À cet égard, l'héritage de la droite est énorme. Plus de 2 millions de chômeurs, surtout des jeunes, et en particulier des filles. L'une des priorités de François Mitterrand, c'est la lutte contre ce chômage. Il n'a pas beaucoup changé, hein, dit Perrine Tarnaud et confirme Hervé Baudry. Il n'a plus de pull jacquard, il a des cravates violettes, mais il a fait quand même beaucoup de chemin depuis. Et puis beaucoup auront remarqué que le terme de gouvernement de combat choisi par Hollande était celui de Sarkozy en 2010 à l'annonce du remaniement et du gouvernement Fillon 3. Un remaniement qualifié à l'époque, je cite, de brouillon chaotique imprévisible à l'image de la présidence Sarkozy. Eh bien, c'était les mots de François Hollande dans une tribune écrite sur slate.fr le 15 novembre 2010. La continuité. Merci Exactement, beaucoup, Caroline Deschamps. On va jeter un coup d'œil sur la caricature d'Hervé Baudry tout de suite. Regardez, en direct, voilà, tournez manège. Ça va très vite, il faut s'accrocher. On va justement en parler avec Perrine Tarnaud. Oui, parce que le Sénat n'était pas habitué à ça. Regardez, conséquence logique justement de sa déroute au municipal, la gauche va perdre plusieurs dizaines d'intercommunalités. La désignation des nouvelles équipes dans les établissements publics de coopération intercommunale s'effectuera durant la deuxième semaine du mois d'avril. Un troisième tour à haut risque pour la gauche. On voit tout cela avec Sandra Cercara et on parle du Sénat juste après avec Perrine Tarnaud. La débâcle n'a pas eu lieu que dans les villes pour la gauche. Elle devrait aussi perdre des intercommunalités. Et c'est là où se joue une large part de la politique locale. Certaines communautés de communes pourraient basculer à droite, y compris dans les grandes villes restées à gauche. C'est le cas dans la capitale. Le Grand Paris devrait revenir à la droite. Les suffrages parisiens seront insuffisants pour compenser les villes de gauche perdues dans la petite couronne. Lille également pourrait voir son intercommunalité changer de couleur, deux grosses communes, Roubaix et Tourcoing, ayant basculé à droite. Même situation à Lyon, malgré la victoire personnelle de Gérard Collomb, une dizaine de villes sur les 58 de l'agglomération sont passées à droite. À Marseille, la défaite du socialiste Patrick Menucci, mais surtout la perte de villes comme La Ciotat, permettent à l'UMP de prendre la présidence de l'agglomération. Autre changement historique, la communauté urbaine de Bordeaux, à gauche depuis des années, elle aussi devrait basculer à droite. Et la chronique de Perrine Tarnaud. Perrine, quelles conséquences justement de ce scrutin des municipales pour les prochaines élections, notamment les sénatoriales? Tout est désormais ouvert, Sonia. Évidemment, depuis hier soir, chaque groupe politique ici au Sénat a ressorti sa calculette. C'était pourtant mal parti pour la droite en septembre 2014. En tout cas, ils n'espéraient pas faire rebasculer à droite le Sénat en septembre 2014 pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a plus de sénateurs de droite qui sont renouvelables que de sénateurs de gauche. Donc arithmétiquement
parlant, déjà la droite partait défavorisée. Elle part aussi défavorisée par les récentes réformes du scrutin sénatorial mises en place par le ministre de l'Intérieur du gouvernement Ayrault, Manuel Valls, à la fois l'introduction de la proportionnelle et puis également le poids électoral accru des grandes villes. Donc ça, ce sont des mesures qui favorisent la gauche. Avec tous ces paramètres, la droite estime aujourd'hui qu'elle doit remporter une vingtaine de sièges pour faire basculer le Sénat à droite en septembre. C'était inenvisageable avant ce week-end. Maintenant, la vague bleu marine le rend possible. On a entendu tout à l'heure Roger Carucci, dans le sujet qui est passé, dire qu'il espérait qu'en septembre, la droite aurait 5 voix d'avance sur la gauche. C'est donc gagné pour la droite en septembre? Alors, il y en a qui sont un peu plus prudents au Sénat à droite. C'est le cas notamment de Jean-Pierre Raffarin, de Jean-Claude Gaudin. Ils avertissent qu'il faut rester prudent pour 3 raisons. D'abord, parce qu'une grande ville ne fait pas l'élection de tout un département. Comme le dit joliment Jean-Pierre Raffarin, on peut gagner Brive, mais ça ne fait pas la Corrèze. C'est une raffarinade. C'est une raffarinade parce qu'il faut s'en souvenir, les sénateurs sont élus au niveau du département. Deuxième raison, beaucoup de grands électeurs viennent des zones rurales, ils sont non inscrits, donc leur vote n'est jamais acquis d'avance. Un élément cependant en ce moment pourrait les faire basculer plutôt vers la droite, c'est le redécoupage des cantons installé toujours par le même Manuel Valls. Un redécoupage électoral des cantons qui est rejeté à la fois par la droite et par la gauche. C'est contre ce redécoupage que Bernadette Chirac est partie en guerre. On l'a reçu ici. Et puis, dernier motif de prudence de la droite, eh bien, ce sont les dissidences qui avaient coûté aux sénateurs de droite la présidence du Sénat en septembre 2011. Cela avait coûté les précieux sièges d'avance qu'ils avaient. Donc, pour l'éviter, eh bien, ça y est, c'est parti. L'UMP, l'UDI préparent leurs alliances. Mais il faut juste savoir que les centristes sont devenus depuis dimanche beaucoup plus gourmands parce qu'ils ont quand même remporté 1/3 des villes qui ont basculé à droite. Et donc, ils veulent maintenant, eux aussi, leur part du gâteau sénatorial. Alors les premières réunions de groupe politique, c'est demain au Sénat. Ça commence que la semaine prochaine à l'Assemblée nationale, mais la rentrée au Sénat, c'est demain matin et on va suivre ça évidemment avec attention. Bien sûr, on en parlera avec vous. Merci beaucoup, Perrine Ternot. Hervé Baudry, on jette un coup d'œil sur votre caricature. Oui, un petit clin d'œil. De qui s'agit-il? Quelqu'un qui a décidé de partir de lui-même et qui a annoncé son départ il y a quelques temps. Jean-Pierre Bell, le président du Sénat, bien sûr, qui donne d'autres raisons plutôt que... Exactement. Voilà, qui avait anticipé. Il avait tenu à l'annoncer avant les élections municipales et vu la vague bleue, il l'a bien fait. Exactement. Merci à vous. Merci Perrine Ternot. Merci Caroline Deschamps, Hervé Baudry. Vous restez à côté de moi. On poursuit bien sûr notre édition spéciale. Dans un instant, on accueille de nombreux éditorialistes sur ce plateau pour évoquer plus en détail le portrait du nouveau Premier ministre et son action. Ses atouts sont connus, sa popularité, son autorité, mais le positionnement de Manuel Valls décrit à la droite du PS pose problème à certains et en particulier aux écologistes. Cécile Duflot a d'ores et déjà prévenu qu'elle ne ferait pas partie du gouvernement. On voit tout cela avec Nathalie Guilloire. Ils avaient prévenu, ils ont mis leurs menaces à exécution. Avec la nomination de Manuel Valls à Matignon, Pascal Canfin, ministre du Développement, et Cécile Duflot, ministre du Logement, n'entendent pas participer au nouveau gouvernement, selon un communiqué des écologistes. Suite aux résultats des élections municipales, les Verts s'attendaient donc à autre chose de la part de François Hollande. Les écologistes voulaient peser sur le remaniement en réclamant un 3e ministre vert. Ils n'ont visiblement pas été entendus. Effectivement, pour nous écologistes, la nomination probable aujourd'hui de Manuel Valls n'est pas le signal qu'on attendait. Maintenant, je crois que ça crée aussi une situation politique qui va être une situation politique dans les 24 prochaines heures d'éclaircissement. Est-ce que François Hollande veut aller plus vite sur la transition énergétique et écologique avec son nouveau Premier ministre ? Est-ce qu'il y aura là des gages de données, non pas sur les personnes, mais sur le fond? C'est la question qui est posée. En tout cas, pour les deux personnalités écologistes du gouvernement, leur départ ne surprend personne. Il y avait incompatibilité d'humeur avec Manuel Valls. C'est une affaire de personne. Ce n'est pas parce que Cécile Duflot quitterait le gouvernement que les écologistes ne seraient pas au gouvernement. Il se pourrait donc que des individualités vertes puissent participer à ce nouveau gouvernement, comme l'ont annoncé certains parlementaires socialistes cet après-midi. Mais aucun nom n'a filtré pour le moment. Néanmoins, ce remaniement annonce une rupture claire entre les écologistes et l'Élysée.
Et pour la suite de cette édition spéciale en direct sur Public Sénat, on accueille à présent Bruno Jeudi. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, rédacteur en chef au Journal du Dimanche. Avec nous également Serge Raffi. Bonsoir. Bonsoir. Du Nouvel Observateur, auteur du livre François Hollande, itinéraire secret chez Fayard. Jérôme Sainte-Marie nous accompagne. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'Institut de sondage Pollingvox et avec nous notre chroniqueur économique Jean-Luc Gombaud. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Sonia. Bruno Jeudi, d'abord, nous avons eu tout à l'heure un débat politique justement sur les réactions aux annonces et à la nomination de Manuel Valls. On retient plus ce soir la nomination du Premier ministre que les paroles quasiment, que les annonces en tous les cas, ou les éclaircissements de François Hollande. Et pour cause, parce que d'abord sur le fond de la déclaration du président de la République, ce qu'on retient c'est le nom de Manuel Valls, puisque dans la journée au fond il n'y avait pas eu de communiqué, les conditions de la sortie de Jean-Marc Ayrault sont assez inédites au passage, hein, puisque c'est lui-même qui l'annonce, qui ne va pas porter sa lettre. Bon, on voit bien, c'est le dernier couac de cette équipe qui en aura finalement commis beaucoup. Et la grande question, c'est de savoir s'il allait ou pas trancher, s'il allait ou pas cheffer, j'allais dire, pour reprendre un mot propre au langage chiracien, à savoir nommer Manuel Valls, puisque c'est au fond le Premier ministre qui était plébiscité par les Français. Plaira certainement aux Français, on verra dans les sondages, il plaira sans doute moins à la gauche, et ça on l'a entendu sur votre plateau. Qu'est-ce qu'il va apporter selon vous, Serge Raffi, Manuel Valls? Son énergie, son autorité, sa méthode peut-être? Il y a un côté guerrier, il y a un côté général de corps d'armée chez Manuel Valls, donc ce côté-là, effectivement, quand on veut constituer une équipe de combat, un esprit commando, il vaut mieux avoir un chef qui l'est un peu, et c'est vrai qu'il a ce côté commando, Manuel Valls. Maintenant, c'est pas parce qu'il a l'esprit commando que le poste de Matignon va changer pour autant. C'est-à-dire parce que vous dites commando, est-ce que la tornade Manuel Valls va jouer collectif? Parce que c'est cela également un Premier ministre, c'est quelqu'un qui coordonne, qui met de l'huile dans la mécanique. Je crois profondément que le problème en France, c'est un problème institutionnel et que ce ne sont pas les personnes qui comptent dans cette affaire, mais l'institution du quinquennat. Et que le quinquennat a créé une espèce de dysfonctionnement dans le système monarchique républicain français, qui est qu'on a un président de la République qui est devenu hyper-président et un Premier ministre qui n'a plus son rôle de bouclier tel qu'on le connaissait auparavant. On l'a vécu sous Nicolas Sarkozy avec François Fillon, on l'a vécu ces 2 premières années entre François Hollande et Jean-Marc Ayrault. Jean-Marc Ayrault a pris beaucoup de coups, mais en même temps, il n'était pas un vrai fusible. La preuve, c'est que c'est toujours François Hollande qui est en première ligne. Donc on est dans un système qui ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, ce système du quinquennat, et on est toujours sur des anciens modèles, c'est-à-dire le modèle du septennat. Or, il faut assumer le fait qu'au fond, Manuel Valls, pour moi, ne changera pas énormément de choses. Et que la grande inconnue, c'est que va faire le président de la République lui-même, qu'est-ce qu'il va remanier lui-même et dans son fonctionnement et dans le système élyséen, c'est-à-dire l'équipe élyséenne. Il y a l'équipe autour du gouvernement et il y a aussi l'équipe élyséenne et on sait que là, les couacs, ils ont été encore plus nombreux qu'ailleurs. Bien sûr. Jérôme Sainte-Marie, c'est très intéressant ce que dit Serge Raffi. Finalement, le Premier ministre, mais ce n'est pas une surprise, on le savait déjà, il applique, j'allais dire, il exécute la politique inspirée, dictée par le président de la République. Oui, le président de la République a été assez juste insistant sur cette question-là. Il a rappelé, un peu comme l'avait fait Jacques Chirac avec Nicolas Sarkozy d'ailleurs, que c'était lui qui décidait et l'autre appliquait. Quand un chef de l'État fait ça, c'est que c'est nécessaire. Donc ça prouve bien qu'il rentre dans une période qui n'est pas une cohabitation, n'exagérons rien, mais qui va être beaucoup plus compliquée dans les relations au sein de l'exécutif que la relation entre Jean-Marc Ayrault et François Hollande. Rappelons à ce sujet d'ailleurs, au sujet de Jean-Marc Ayrault, que Jean-Marc Ayrault n'a jamais été producteur de l'impopularité atteignant l'exécutif. C'était en fait fondamentalement François Hollande qui était à l'origine de cela, et la part de Jean-Marc Ayrault était fort faible. D'ailleurs, les 2 codes de popularité étaient très proches. C'est drôle, on ne l'a jamais dit quand il était en exercice sur le dit maintenant. C'est différent du quinquennat précédent, par exemple, où on a eu 2 codes de popularité qui ont évolué de manière tout à fait opposée, celle de Nicolas Sarkozy qui était très basse, tandis que celle de François Fillon était haute. D'ailleurs, en 2008, après les municipales, finalement, la majorité de l'époque, la majorité UMP, s'est appuyée sur la popularité de François Fillon pour dire bon, il y a un problème avec le président, mais notre politique n'est pas rejetée, regardez la popularité de... Et c'est aussi peut-être ce qui a manqué là, c'est-à-dire qu'au fond, les deux sont
combat. Oui. Je vais donner la parole à Jean-Louis Gombault sur la politique maintenant qui va être appliquée, mais on va regarder juste la caricature d'Hervé Baudry sur Manuel Valls. Regardez Bruno Jeudi. Oui, la différence je n'ose même pas. Même si les Catalans ne sont pas la tauromachie, mais je sais que, dans le Sud, il va souvent regarder... Les Espagnols sont à l'honneur aujourd'hui. Oui, bien sûr, Hidalgo, Antonio Banderas, mais on verra. Ah bon, aussi, c'est parti du gouvernement. On verra pour le gouvernement. Ça devient intéressant. Bruno Jeudi, Manuel Valls, c'est l'ambition bouillonnante, débordante également. C'est pas un hasard si on l'a toujours un peu comparé à Nicolas Sarkozy. Certains disent c'est le Nicolas Sarkozy de gauche, enfin dans ses biographes, c'est le Nicolas Sarkozy de gauche. À mon avis, c'est vrai qu'il y a des similitudes, mais la comparaison n'est pas toujours raison de ce point de vue-là. C'est pas tout. Il a montré à la fois qu'il pouvait foncer, en même temps, il a montré aussi qu'il pouvait être extrêmement prudent, faire attention, la vue à l'intérieur. Ces dernières semaines, il a été particulièrement discret. On l'a vu, mais on l'a vu capable de foncer sur l'affaire de Dieudonné et puis être beaucoup plus louvoyant sur d'autres sujets, parfois même se demander où il est passé Manuel Valls. Donc on verra maintenant qu'il va être sur tous les fronts avec à Matignon où c'est plus difficile de se cacher. Oui, on va en parler. Sauf être très discret comme Jean-Marc Ayrault. Il y a aussi des sujets. On se souvient des prises de position de Manuel Valls. Il ne s'est jamais caché pour critiquer les 35 heures. Il y a la TVA sociale, etc. C'est quelqu'un qui a une conviction économique, qui porte une politique économique. Oui, parce qu'on a dit que François Hollande avait pris un virage social-démocrate. Lui, il s'est toujours prononcé pour, pas un virage, mais une ligne social-libéral, en réalité. Je crois qu'il faut aussi partir de l'allocution du président de la République ce soir. Il dit le message des Français, parce qu'en fin de compte, on dit le message des Français. Mais quel est ce message des Français exactement? Et lui, il n'a pas dit on a critiqué ma politique économique, elle a condamné ma politique économique. Non, il a dit il n'y a pas assez de résultats, ça ne va pas assez vite, etc. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles il choisit Valls, c'est parce qu'il est convaincu, absolument convaincu que sa politique économique est la bonne. Le problème, c'est qu'elle ne donne pas de résultats. Et pourquoi elle ne donne pas de résultats? Parce que ça ne va pas assez vite. Donc je pense qu'il n'y a pas un virage, une évolution, il y a un coup, il va lui demander un coup d'accélérateur sur les réformes. C'est pour ça qu'il vient. Et dans cette perspective-là, Valls est, je pense, sur ce plan-là, en tout cas, la personnalité adéquate, parce que ce sont ses idées. C'est-à-dire, ces idées, c'est rapprochement des entreprises. Il s'était prononcé pour la TVA, il s'est prononcé pour les économies budgétaires, alors que Ayrault, on pouvait toujours se demander quelque part, il a plutôt le visage social-démocrate un peu traditionnel, alors que Valls a l'image vraiment d'un social-libéralisme prononcé, accentué, accéléré. Et donc, s'il y avait encore ambiguïté, on sort de l'ambiguïté avec ce choix, pas totalement, parce que, pour reprendre ce que dit Jean-Louis Gombault, c'est que le discours du président de la République ajoute aussi deux expressions qu'il ne faut jamais oublier. Il nous a sorti de son chapeau le pacte de solidarité. Oui, c'est parce que pour faire, voilà, donc là, et donc ça, c'était le côté justice sociale, et aussi une autre expression qu'il a prononcée. D'ailleurs, c'était très amusant parce qu'il l'a quasiment murmuré. Il a parlé de préserver le modèle social français. Donc on a à peine entendu cette petite phrase. Et ça, c'est très révélateur de l'art de la chaloupe de François Hollande. J'ai failli dire François Mitterrand, cet éternel lapsus qui revient. Un peu plus tard, mais effectivement, il a appuyé sur ce que dit Jean-Louis Gombault. Et en même temps, hop, il a glissé quand même ces deux petites choses pour rappeler quand même que ce sera toujours On se disait qu'il y a assez longtemps quand même que François Hollande n'avait pas parlé aux Français. Il a parlé lors d'une conférence de presse, mais ce n'est absolument pas pareil. On parlait de ce lien qu'il fallait recréer. Est-ce que cette allocution ce soir, elle ne va pas avoir un impact, mais en tout cas, est-ce qu'il y a des mots qui vont imprimer justice sociale, solidarité? Non, ce qui est un peu curieux, si vous voulez, en termes de timing, c'est qu'on a eu un discours extrêmement clair au moment des vœux et ensuite au moment de la conférence de presse. Tellement clair d'ailleurs qu'il était largement inaudible pour une bonne partie de la gauche et que d'ailleurs, ce qui s'est passé quand même hier et la semaine précédente, c'est l'affaissement sur lui-même de l'électorat socialiste. C'est ça qui produit la victoire de la droite. Donc on ne peut pas dire que la réponse qui est apportée aujourd'hui soit une réponse d'un point de vue électoral qui soit très
logique. Mais juste pourquoi ça se passe? Je crois que François Hollande est à la recherche d'une double crédibilité. D'une part, une crédibilité auprès des créanciers de la France et des milieux d'affaires, et ceux-là des chefs d'entreprise également. Et ça, Valls est quand même très bien accueilli, si j'en crois ce qu'on en sait déjà de la presse étrangère, et la presse financière étrangère notamment, très bien accueilli. Donc lui, il apporte cette crédibilité qui est essentielle dans la partie que joue la France. Et puis, et ça c'est beaucoup moins assuré, il apporterait la crédibilité auprès de l'opinion. Ça, je crois que c'est extrêmement fragile. Jusqu'à quand? Oui. Parce que sa crédibilité, je veux dire par là, sa bonne cote d'opinion est largement nourrie par le fait que la droite et le MEDEF l'a toujours présenté comme le moins pire des socialistes, et de manière assez perverse le mettait en valeur pour mieux creuser le caractère négatif, les jugements négatifs sur le gouvernement en son ensemble. Aujourd'hui qu'il est aux affaires, et bien sûr, il n'aura plus droit à la même indulgence, et je pense que ce capital peut se dilapider extrêmement rapidement. François Hollande, d'ailleurs, à ce propos, a longtemps hésité. On l'a vu que ça a traîné quand même un peu en longueur, cette histoire. Et il n'était pas tellement favorable à la nomination il a recherché vraiment cette troisième Manuel personne. Valls, parce que effectivement, ça le cantonnait dans une posture un peu compliquée. Mais au fond, ce sont les circonstances qui l'ont poussé à faire, et c'est un peu un gouvernement, ce sont des choix un peu pris dans la panique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre solution parce que tout va trop vite aujourd'hui et que le Parti socialiste est dans un tel état de délitement qu'il faut aller très vite pour relancer la machine, sinon tout va s'effondrer. Ils ont peur de tout ça en ce moment. Les députés socialistes sont vent debout, une grande partie des députés socialistes sont vent debout contre le gouvernement. Il y a une crise du Parti socialiste qui va arriver. Emmanuel Valls, chef de guerre, et là aussi, pour essayer de trouver des solutions. Bruno, je disais tout à l'heure, on avait dans notre débat politique Marie-Pierre de la Gontrie qui représente le courant Aubry. Et alors, elle ne se félicitait pas du choix de Manuel Valls. Elle disait, on va attendre, on va voir comment il va présenter cette politique qui va décliner. Donc, rien n'est fait. Vous avez raison, Sonia. Je pense que pour Manuel Valls, pour le coup, jamais le grand oral du discours de politique générale n'aura autant d'importance. Ça risque de dépoter d'ailleurs, puisque Manuel Valls, en termes de discours et de volontarisme, il se pose là. Mais pour lui, notamment vis-à-vis de cette gauche qui, globalement, soit fronde carrément, soit est très réticente, soit va être un peu attentive, globalement, pour lui, ça va être un moment clé. Il aura lieu sans doute vers le 15-16 avril, au moment de la rentrée parlementaire. Ce sera le vote de confiance en même temps que le vote de pacte de confiance. Donc pour Manuel Valls, ce sera un moment clé. C'est là où on verra aussi si ça mord dans l'opinion, parce qu'au fond, c'est un peu le pari que fait François Hollande, qui aujourd'hui est comme un joueur d'échecs qui est quasiment mat. Il lance sa dernière pièce, beaucoup plus tôt que ce qu'il avait prévu, puisque dans son idée, c'était plutôt 2015. La raclée de dimanche soir, le contrat a joué tout de suite pratiquement sa dernière pièce. Il faut que ça morde dans l'opinion très vite. À mon avis, on sera vite Donc fixé. vous dites que le mois d'avril, avec ce qui se profile, une phase cruciale, très importante du quinquennat va se jouer. Tout à fait. Et surtout, ça doit tout de suite mordre, parce qu'il y a tout de suite les européennes qui forcément ne seront pas bonnes. Bon, c'est pas ce gouvernement qui en sera tenu responsable, mais ce sera un élément que le nouveau Premier ministre va devoir mettre dans sa matrice pour pouvoir ensuite mettre en œuvre les réformes que le président attend, puisque Jean-Luc Rombaud vient d'expliquer, c'est un problème d'efficacité. Ce gouvernement parle des réformes, mais il ne les fait pas, il ne les applique pas, et les Français ne voient pas où ça va. D'ailleurs, on peut rappeler le contexte en un mot, Jean-Luc Rombaud, les chiffres du chômage. La semaine dernière, une rechute sévère. Les déficits publics aujourd'hui, une mauvaise nouvelle. Dans le gouvernement, ça serait bien passé. Il y en a une qui arrive jeudi. Ah bon? Oui, c'est la note de conjoncture de l'INSEE qui ne peut pas être bonne quand on voit les chiffres du chômage. Donc, ça va être un peu le cadrage économique dans lequel va travailler Emmanuel Valls. Je signale aussi une chose, c'est qu'aujourd'hui, ce soir, François Hollande, j'ai failli faire le même lapsus, François Hollande a dit le pacte de responsabilité, il est prêt. Autrement dit, d'après ce qu'il dit, il a les 50 milliards. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le pacte de responsabilité, il est prêt. Ça veut dire qu'il est donc carrément bouclé et il ne reste plus qu'à l'appliquer. Ça veut dire que pour l'instant, d'ailleurs de toute façon, il faut qu'il soumette au 15 avril sa copie budgétaire à Bruxelles. Donc c'est quand même Valls qui va l'apporter. D'ailleurs, ce soir, on a cru comprendre qu'il demandait un peu de mansuétude. Tout à fait. On n'a pas cru comprendre. Il l'a un clin d'œil appuyé, un appel du pied donc clair. Il va charger Valls de demander un nouveau sursis, apparemment, vu un nouveau que nous en avons déjà obtenu un, et avec les chiffres qui ont été publiés ce matin, 4,3% de déficit, c'est un échec. C'est un échec, puisqu'il était parti sur 3%.
3%, Monsieur Hérault, 3%, faut le rappeler. Puis après, il a dit non, ça sera 3,9, puis 4,1, et en fin de compte, on se retrouve avec 4,3. Alors le déficit baisse, mais de manière très lente. Les dépenses continuent d'augmenter, Il va falloir convaincre l'Europe. Je reviens, Serge Raffi et Jérôme Sainte-Marie, sur les mots utilisés par François Hollande. Il a beaucoup employé « je ». Je reçois le message personnellement, il s'implique personnellement. Parfois, on ne lui avait pas reproché, mais certains, les socialistes, lui disaient il faut plus montrer que vous êtes affecté. Je ne sais pas si ça a une conséquence sur les Français, mais est-ce qu'il l'a montré ce soir ? C'est François Hollande, c'est-à-dire que c'est un homme qui est un mélange de grande pudeur et en même temps qui montre peu de choses. C'est pas quelqu'un qui va dévoiler ses émotions intimes. Et c'est vrai qu'il n'est pas dans la transparence. Les tripes ne sont jamais à l'air chez François Hollande. Donc il les a pas mis sur la table. On n'est pas avec Nicolas Sarkozy, on est dans l'inverse. C'est le personnage inverse de Nicolas Sarkozy. Donc c'est un peu sa faiblesse pour moi, c'est qu'il manque effectivement. Il n'imprime pas assez l'opinion dans le sens où il a besoin impérativement de se dévoiler davantage, c'est-à-dire parfois d'être en colère, parfois d'exprimer des choses d'une manière un peu plus nette, avec peut-être des mots plus simples, de ne pas être toujours dans un discours et dans un langage de technocrate. En même temps, c'est son histoire. C'est un énarque, c'est un homme qui a fait HEC, il a aussi un mélange de discours d'expert comptable, c'est un grand politique, c'est certain, mais il n'a pas ce charisme qui fait qu'à un moment donné, il parle au peuple directement. Ce lien avec le peuple, personne ne peut le lui apprendre. Non, ça ne s'apprend pas. Non. Regardez, Jérôme Sainte-Marie, la caricature d'Hervé Baudry. Il nous faisait une blague demain, 1er avril, je sais pas, il annonce un truc complètement incroyable. Il va annoncer l'équipe, Jérôme Sainte-Marie. On comprend pourquoi c'est annoncé aujourd'hui, en tout cas. Est-ce que dans les sondages, les Français, il y a évidemment les préoccupations dont on a parlé qui sont majeures, le chômage, après les déficits, mais est-ce qu'ils peuvent être sensibles justement à cette proximité, presque à cette empathie quand même du chef qu'ils ont désigné? Probablement. Je pense qu'il y a un modèle qui peut fonctionner sur la situation actuelle. Parce qu'on se dit, moi j'étais surpris quand même tout à l'heure, je me suis dit, il aurait pu saisir l'occasion d'avoir un discours un peu churchillien, vous savez, dire que la situation est dramatique. Et là, qu'est-ce qu'il dit en substance? Qu'on va faire beaucoup d'efforts et que ça va faire mal à personne, si j'ai bien compris. C'est-à-dire qu'on va baisser les impôts, baisser tout le truc, mais même ne pas toucher au système social français, ne pas toucher à tout cela. Ce qui paraît un peu difficile, on se demande pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt si c'était aussi commode. Je pense qu'il est en train de se placer dans la situation où était... c'est un peu ancien, je suis désolé, mais où était François Mitterrand par rapport à Michel Rocard en 88, c'est-à-dire en disant le Premier ministre mène sa politique, parfois c'est un peu difficile, je serai toujours là pour avoir des mots apaisants par rapport aux infirmières à l'époque, par rapport aux lycéens, par rapport à telle ou telle profession, et donc il se situe comme cela un peu en retrait. Ce qui n'était pas le cas avec Jean-Marc Ayrault, où justement il devait sans cesse intervenir, où là on était bien dans la logique du quinquennat. C'est ce qu'il avait voulu faire au début du quinquennat. François Hollande a cru qu'il pouvait redonner un peu de latitude au Premier ministre. Très vite ça n'a pas marché, et d'ailleurs à la rentrée de l'été 2012, il se rend compte que ça ne va pas assez vite et il va à la télévision pour annoncer l'inversion de la courbe parce qu'il a perdu 3 mois. Et à l'échec d'un quinquennat, aujourd'hui, perdre 3 mois en début de mandat, c'est pratiquement irrattrapable. On voit bien que ce qui a été perdu au début... À ce propos, sur la méthode de gouvernance, je bats ma coupe parce que j'ai même ici, au tout début du quinquennat, dit mais les Français comprennent pas, les chroniqueurs comprennent pas, que c'est une nouvelle manière de gouverner, que c'était la méthode à la scandinave, que c'était le compromis social, c'était l'art de la négociation permanente, etc. Le problème, c'est qu'en France, cette méthode de gouvernance à la scandinave ou à l'allemande, etc., ne fonctionne pas. C'est-à-dire que notre histoire porte en elle une forme de césarisme. Même Jacques Chirac n'était pas un fan de cette méthode de gouvernance, mais il l'a quand même joué, ce césarisme-là. Sarkozy, il était dedans, c'était le bonapartisme, etc. Hollande, il a cru qu'il allait inventer une autre manière de gouverner. Et cette autre manière de gouverner que moi, je soutenais au début en disant « mais oui, c'est bien, c'est moderne, c'est nouveau, c'est formidable, c'est l'homme normal, etc. » Ici, en France, dans notre pays, bien sûr, je reconnais qu'en France, ça ne fonctionne pas. C'est qu'il y a dans l'inconscient collectif français un besoin d'un chef, une forme de bonapartisme larvé. Il y a besoin d'explications surtout. D'ailleurs, l'allocution que ce soir a fait François Hollande, ils envisagent une émission plus tard justement d'explications après le vote du pacte de responsabilité. On verra quelle forme ça prendra, mais ils sont conscients aussi qu'il y a quand même un déficit très large de communication. Et ce n'était pas seulement la faute de Jean-Marc Ayrault, c'est aussi celle de François Hollande. Le choix de François Hollande, peut-être de vouloir d'ailleurs faire le contraire de Nicolas Sarkozy par contre-modèle, de ne pas s'exprimer aussi souvent. Jean-Luc Gombault. Oui, effectivement, je ne sais pas si l'inverse marche.
Parce que si effectivement ce caractère distancé ne marche pas, mais est-ce que le caractère présent tel que l'a développé Nicolas Sarkozy, question philosophique de Jean-Luc Gombault, n'a pas marché non plus. Donc le problème, c'est de savoir peut-être un moyen terme. Ça dit, vous avez remarqué la manière dont il se fait filmer, c'est-à-dire qu'il est très gros plan, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'angle arrière, il était vraiment très très face caméra, et j'ai trouvé que justement, il y avait une volonté de marquer une présence sur l'écran. Oui, et il y avait une posture qui était un peu différente de celle qu'on avait d'habitude. Et nous verrons donc la suite, ce qu'il en sera. Merci beaucoup d'avoir été nos invités. Merci Bruno Jeudi, Serge Rapide, Jérôme Sainte-Marie, Jean-Luc Gombault. Hervé Baudry, je vous garde encore. Mais oui, c'est pas terminé pour vous, c'est jusqu'au bout de la nuit, la suite de votre édition spéciale. Et on va réécouter l'allocution depuis l'Élysée de François Hollande. Un extrait, c'est le président qui a aussi insisté ce soir sur son action inscrite dans le long terme. Il a réaffirmé son cap, le redressement du pays. On l'écoute. Et je suis et resterai toujours fidèle aux engagements que j'ai pris devant vous avant mon élection présidentielle. Je n'oublie pas qui m'a fait confiance, qui m'a élu, ni pourquoi je suis dans cette responsabilité. Le choix que j'ai fait depuis 2 ans a été difficile, tant la situation qui m'avait été laissée était grave. Je le savais, et je ne m'en plains pas. Je n'assume la totale responsabilité. Mon devoir, c'est d'inscrire mon action dans le long chemin d'un grand pays comme le nôtre. C'est de faire preuve d'audace dans les choix et de constance dans le cap. Et je n'en dévierai pas, même si je suis prêt, et c'est légitime, après un scrutin comme celui que nous avons connu dimanche, à faire les inflexions nécessaires. Car je n'ai qu'un seul objectif, la réussite de la France et des Français. C'est ma mission, celle que vous m'avez confiée, et je l'assumerai sans faille avec le nouveau gouvernement. Et pour la suite de cette édition spéciale, il a déjà pris la parole. On accueille à présent Thierry Saucet, bonsoir. Et bienvenue, communicant, ancien conseiller en communication de Nicolas Sarkozy et auteur du livre Les 2 corps du président. Avec nous également Pierre Larouturou, bonsoir. Économiste, co-auteur avec Michel Rocard du livre La gauche n'a plus le droit à l'erreur, c'est d'actualité. Et c'est paru chez Flammarion. Avec nous également l'historien Jean Garrigue, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous Jean, vous êtes l'auteur du Monde selon Clémenceau. Et en notre compagnie, Stéphane Rosès, bonsoir. Bonsoir, salut. Président de CAP et professeur à Sciences Po. Je ne résiste pas, Thierry Saucet, une question d'abord sur la communication, sur l'image, sur la forme de cette allocution du président de la République ce soir. Comment l'avez-vous trouvé? Sur la forme. Écoutez, sur la forme, je l'ai trouvé tout à fait convenable. Je veux dire, il sait faire ça d'ailleurs, comme dans les conférences de presse. C'est-à-dire, le problème de François Hollande, c'est pas la façon dont il s'exprime, c'est ce qu'il arrive à faire passer comme conviction et capacité d'entraînement. Et alors, selon vous, qu'est-ce qui est passé ? Le problème, il m'a démenti. Hier soir, on était sur le même plateau et je disais, voilà, cet homme fait le grand écart depuis le début entre sa gauche et sa droite. Vous verrez, il tombera ni à gauche ni à droite, donc il prendra pas Valls. Eh ben, il m'a démenti. Donc, mea culpa, il le prend. Le seul problème, c'est qu'il l'a à peine pris et qui nous explique en gros qu'au pacte de responsabilité, il va ajouter un pacte de solidarité. Avec quel argent, on ne sait pas. Que l'Europe, la diminution des déficits et tout ça, probablement, on s'apprête à renégocier. Et au fond, il nous annonce en même temps qu'il a l'air de choisir un cap, mais en réalité, il nous explique que non, il va continuer la godille et il continuera à produire de l'incertitude. Donc en fait, je fais un mea culpa, mais ça n'est qu'un tout petit bout de mea culpa sur la forme. Pierre Larouturou, est-ce que vous voyez autant d'ambiguïté que cela dans l'allocution et dans la suite de la politique de François Hollande ? Je crains qu'on a eu beaucoup d'ambiguïté, beaucoup de virages dans n'importe quel sens depuis 18 mois, mais je crains là qu'il y ait un cap et que ça nous mène dans le mur. C'est une politique qui ne marche. Cap, au moins. Oui, mais c'est une politique qui ne marche dans aucun pays. C'est-à-dire que ça ne marche pas en Allemagne, ça ne marche pas aux États-Unis, ça ne marche pas au Japon. Donc je suis très très inquiet. Le bilan depuis 1 an, c'est qu'il y a eu 300 000 chômeurs de plus et 400 000 personnes qui ne sont pas comptées comme chômeurs parce qu'elles sont tombées dans la pauvreté. Donc depuis 1 an, il y a eu 700 000 personnes qui ont morflé. Les chiffres qu'on a eu la semaine dernière, c'est que la consommation alimentaire recule depuis 4 mois en France. On n'en a pas parlé parce que tout le monde parlait des municipales, mais c'est quand même dramatique. Il y a tellement de millions de pauvres en France ou de précaires que les gens font des économies sur la nourriture. Exact. Ça fait 4 mois que la consommation recule. Donc est-ce que c'est en continuant cette politique qui ne marche pas, le problème du cuisinier, si les produits sont périmés, ça ne sert à rien de changer de cuisinier.
Là, cette politique est périmée, elle ne marche pas. L'autre jour, on était à l'Élysée avec Michel Rocard, un des conseillers nous disait, j'ai l'impression qu'on a 30 ans de retard, un des conseillers de Hollande disait, on a 30 ans de retard. Donc le problème n'est pas le Premier ministre. Et le disciple de Michel Rocard, il est nommé Premier ministre? Non, pas du tout. Pardon, ça fait très longtemps que Manuel Valls ne travaille pas sur l'économie, il a d'autres qualités, mais ça fait très longtemps, ou d'autres défauts. Il a été proche de Michel Rocard. Non, il y a 25 ans. Il y a 25 ans. Non, mais... Vous l'effacez-vous ou c'est lui qui ne le reconnaît plus? Écoutez, la dernière fois que j'étais en débat avec Michel Rocard, la dernière fois que j'étais en débat avec Manuel Valls, vous pouvez retrouver, on a fait 1 heure de débat sur France Culture, il n'avait rien de concret à proposer en matière économique et sociale. Non, mais c'est la vérité. Non, mais il a pris le tampon. Il a été vraiment rocardien, mais ça fait très longtemps qu'il ne l'est plus. En tous les cas, c'est un admirateur de Clémenceau, c'est sûr, Jean Garry. C'est une grande qualité. J'espère qu'il lira mon livre d'ailleurs. Il l'a reçu d'ailleurs. Il l'a reçu. Mais oui. Est-ce que vous voyez des points communs entre le point commun dans leur carrière, c'est que Clémenceau a commencé en étant ministre de l'Intérieur et qu'il a ensuite pris les rênes. Mais à cette époque-là, un président du Conseil avait de véritables pouvoirs. Et ça va être le problème de Manuel Valls, parce qu'il n'est pas du tout sûr, et je ne pense pas que François Hollande va lui laisser la moindre bribe de pouvoir. Donc ça va être une question d'image. Mais pour le reste, je ne pense pas qu'on va retrouver un nouveau Clémenceau, malheureusement. Ah, mais ça, c'est très intéressant, Stéphane Rosès. Depuis tout à l'heure, même nos invités politiques nous disent le Premier ministre, c'est pas un exécutant, mais il exécute la politique inspirée par le président de la République. Donc il n'y aura pas de changement. Quelle que soit la personnalité. Le sens du choix de Manuel Valls, c'était de focaliser la vague de mécontentement et l'admonestation que le président de la République fasse quelque chose sur une personnalité forte, populaire, Manuel Valls, de sorte que l'essentiel de la politique de redressement ne soit pas contesté par la majorité, avec les petites amodiations sur la question du pacte de solidarité, effectivement, un peu de desserrement demandé par François Hollande aux autorités européennes. Mais c'était quand même le sens à peu près de la manœuvre. Alors, évidemment, la question du travail en tandem entre le président et le Premier ministre en quinquennat est un véritable sujet. Et le président a marqué, le président a marqué effectivement son territoire parce qu'il connaît la personnalité qui est forte de Manuel Valls. Et donc, et d'ailleurs sur le fond, il n'a pas tort. Les Français, depuis que l'Europe n'est plus la France en grand, demandent qu'effectivement le pouvoir soit à l'Élysée. Et d'ailleurs, on va voir comment fonctionne François Hollande. On va voir s'il profite de la personnalité de Manuel Valls pour se mettre en retrait, ce qu'à mon avis les Français ne souhaiteraient pas, ou s'il arrive à trouver un gentleman agreement. On verra aussi comment réagit Manuel Valls, parce que la majorité est diverse. Le mode de fonctionnement de François Hollande, en tout cas sous Jean-Marc Ayrault, était un mode de fonctionnement, je dirais, qui laissait la place à la polyphonie. Voilà, ça va être très intéressant de voir comment ça fonctionne. Je vais reprendre les mots utilisés ce soir par François Hollande avant d'arriver à la politique économique. Thierry Saucier, il a dit il faut expliquer, dire la vérité, faire comprendre, des mots qui reviennent souvent aussi en boucle dans la bouche de la majorité. Est-ce que ça suffit déjà à dessiner un cap? Est-ce que c'est moins anxiogène pour les Français? Non, je crois pas. Je crois qu'il donne le sentiment de choisir un cap politique en nommant ce Premier ministre. Mais probablement, ça peut régler une partie des problèmes, hein. Parce qu'avant la déroute électorale, il y a eu la dérive de tout le système du pouvoir. Un président de la République qui produit de l'incertitude, qui donne le sentiment qu'il ne sait pas où il va, où il entraîne les Français, un Premier ministre qui ne manifeste pas beaucoup d'énergie, un gouvernement avec des couacs en permanence, des députés qui rentrent ou des sénateurs qui rentrent de leur circonscription électorale ou de leur département désespérés, un parti politique... attendez, un PS aux abonnés absents. Non, mais attendez, c'était ça. Oui. Moi, j'ai été le premier à l'écrire dans mon livre, mais c'était ça. Et le produit, ça a été la déroute électorale. Il est sûr que Valls peut régler une partie du problème. Moins de couacs, un peu plus d'autorité sur le gouvernement, une politique peut-être plus lisible au niveau de la communication. Mais si le patron, lui, je termine là-dessus, si le patron ne change pas, s'il fait seulement semblant d'avoir un cap, mais s'il continue à godiller de partout, en fixant pas une stratégie, une politique claire, qui arrête de produire de l'incertitude et qui convainc les Français qu'il sait où il va et où il les emmène, pardonnez-moi, ça ne réglera qu'une petite partie du problème. Moi, je fais partie des millions de Français qui ont voté pour François Hollande quand il disait « mon adversaire, c'est la finance, on va séparer les banques ». Non pas pour tuer les banquiers, mais parce qu'il faut séparer les banques de dépôt et les banques d'affaires pour que les banques fassent leur boulot. 2 ans plus tard, on n'en parle plus du tout.
Alors que plus que jamais, il y aurait besoin de financer les PME et d'arrêter la spéculation. On avait dit qu'on allait mettre en place une taxe Tobin. Et finalement, on voit qu'Angela Merkel fait plus pour la taxe Tobin que le gouvernement français. Donc le fait d'avoir Manuel Valls, qui est l'aile droite du PS et qui n'a jamais rien dit sur les questions économiques et sociales, ça ne nous rassure pas du tout. Et quand on voit la courbe du chômage, c'est une droite qui monte comme ça. Et la période de François Hollande est dans la continuité de celle de Sarkozy. Donc l'inquiétude des Français, c'est pas qui est à Matignon, est-ce que Tartampion va remplacer Tartampion. Qu'auriez-vous espéré finalement ce soir? Non mais on va voir s'il y a un changement de politique. Qu'est-ce qu'on fait sur la politique du logement? La France est le pays d'Europe où les loyers sont les plus chers. Si on avait le même niveau de loyer qu'en Allemagne ou aux Pays-Bas, on ferait tous 250 € d'économie chaque mois sur les loyers. Je répète, c'est pas du délire. Si on avait la même politique du logement qu'en Allemagne ou aux Pays-Bas, on ferait tous 250. Est-ce qu'on met le paquet sur la politique du logement? Pour éviter des licenciements, au Canada, il y a un système qui fait que quand une entreprise a 20% de gens en trop, au lieu de licencier 20% des gens, elle baisse le temps de travail de 20%, elle baisse les salaires de 20% et on maintient 95% du revenu parce qu'il y a un chèque de l'État. On aurait 1 million de chômeurs en moins. Je l'ai montré il y a 1 an à Jean-Marc Ayrault. Il m'a dit oui, ça il faudrait le faire en France. Je l'ai montré au conseiller de l'Élysée. Il m'a dit oui. Ben, juste rien du tout. Et on a tous les mois 30 000 chômeurs de plus. À Manuel Valls. Non mais donc c'est juste, mon problème n'est pas de Manuel Valls ou Tartampion. Si la politique ne marche, oui. voilà, non mais sans le casting. Soit Premier ministre. Mais non, vous avez compris. Non, excusez-moi. En fait, voilà, non, pardon. L'enjeu. Blague à part, la situation est trop grave. Excusez-moi, quand vous voyez le niveau de chômage, de précarité, de pauvreté, de violence dans notre pays, c'est plus rigolo. La gauche a tous les leviers. Moi, j'ai voté pour Hollande. J'espère que la gauche va réussir, qu'elle va se réveiller. Et si on a créé une nouvelle donne, c'est qu'on se dit qu'il faut que les citoyens reprennent la main le 25 mai. Là, je pense qu'on a touché le fond de la piscine avec les municipales et qu'aux européennes, il faut commencer à reconstruire et qu'il faut montrer qu'il y a une alternative crédible. De reconstruire avec les européennes. Regardez. Mais si on peut voter aux européennes pour dire qu'il y a une autre politique qui est possible. Regardez, le coup d'œil, c'est un peu plus léger, pardonnez-moi, d'Hervé Baudry. Il va le mettre en avant, il veut lui donner tous les outils. Alors prendre les clés du scooter, c'est prendre les clés de la maison. Un petit peu plus de visibilité, puis on parlait tout à l'heure un petit peu de retrait ou de la manière de gérer le pays. Voilà, il lui offre ses petites clés du scooter. Jean Garrigue. Ça n'est plus possible précisément dans ce système du quinquennat où on voit bien cette expérience de l'hyper-présidence, bien qu'on soit revenu à la normalité, on est quand même dans un président omnipotent et on n'est plus avec un Premier ministre qui peut jouer le rôle du fusible. Donc on ne voit pas très bien là où va être la marge de manœuvre. C'est vrai qu'on a ce qui manque, tout le monde le sait, c'est un cap, c'est un véritable projet pour la France, un grand dessein. Pardonnez-moi, son projet à lui, il le répète, peut-être c'est pas assez visible pour vous, il dit que l'ossature de son quinquennat, la colonne vertébrale, c'est son pacte de responsabilité. Oui, mais on voit bien à quel point son pacte de responsabilité... Il a tellement répété que j'ai compris, moi. Mais au mieux du mieux, ça fait quoi? 100 000 emplois? C'est-à-dire c'est le chômage qui est en 2 mois? Mais non, au mieux du mieux. Non, au Pierre, mieux du mieux. c'est pas ça. Je pense que honnêtement, c'est pas ça le sujet. Le projet, le cap pour un pays comme la France, qui depuis des siècles fait de la question politique sa chose. C'est un projet politique. On en parlait tout à l'heure, Pierre Hormer. C'est que la société française ne se réduit pas à la question de l'économie. La France, c'est un propos, c'est un destin, c'est qu'est-ce qu'elle a à faire dans l'Europe. L'économie, dans notre histoire, est au service de ce qui assemble les Français et leur permet de se projeter dans leur diversité au travers d'un propos qu'est le politique. Et je dirais, François Hollande, il est très intelligent, c'est un bon économiste, mais justement, je suis frappé de la difficulté à parler de la France de façon très simple, comme le font encore quelques autres hommes politiques. Quel mot vous aurez choisi? Là, je m'adresse aussi aux communicants. Thierry Saucier, quel mot vous auriez choisi? Vous auriez conseillé à François Hollande? Peut-être qu'il ne vous aurait pas écouté, mais vous avez conseillé son prédécesseur. Mais quel mot vous lui auriez conseillé pour parler justement de la France, du cap, de la vision? Qu'est-ce qu'il faut dire avec ses tripes? D'abord, je n'aurais pas conseillé de promettre la baisse du chômage. Ça fait 30 ans que le service d'information du gouvernement, je l'ai dirigé, publie tous les 6 mois des enquêtes qui montrent que même quand le chômage baisse, les Français pensent qu'il augmente. Et même quand le pouvoir d'achat augmente, ils pensent qu'il baisse. Et donc, de toute façon, c'est pas crédible. Je lui aurais peut-être conseillé de sortir une grande ligne sur le pacte de responsabilité, mais de pas commencer ce soir en disant oui, le pacte de responsabilité, mais aussi la solidarité, et puis ma promesse de diminution des dépenses publiques, sans laquelle le pacte de responsabilité perd toute sa crédibilité. Eh ben, on va peut-être discuter avec l'Europe. Et donc, je suis assez d'accord pour dire qu'on peut peut-être prendre un projet économique
pour en faire un élément central, mais au moins s'y tenir, mais que c'est probablement pas suffisant. Sur l'Europe, c'est quand même la jeunesse, par exemple, elle a disparu. Oui, la jeunesse qui a été la grande promesse de campagne de François Hollande a disparu derrière des produits économiques en quelque sorte. Moi, j'ai 2 enfants, j'aimerais qu'on me dise qu'on va tout faire pour que mes enfants vivent au moins aussi bien ou mieux que nous. Ça veut dire que tout le monde aura un boulot, que tout le monde pourra vivre de son travail, qu'on pourra se promener dans la rue sans être agressé. J'ai un de mes fistons qui s'est fait agresser 2 fois en un mois en revenant du foot. Donc, on n'a jamais été aussi riche? Notre société n'a globalement jamais été aussi riche. La France est-ce qu'il est normal Non, mais oui. Heureusement qu'il a voté François Hollande. Non mais oui, je le dis, et je fais partie des millions de gens qui sont déçus, qui se disent mais pensant quand est-ce qu'on va se réveiller? Les amours déçus sont les pires. Non, mais il y a encore des solutions. La gauche a tous les leviers. C'est pour sa cause européenne. Prenez le temps les citoyens ont le droit de prendre la main. On n'a jamais vu un pouvoir aussi faible. Tout le monde va bien. Les députés font des blagues en demandant si un pilote dans l'avion. Est-ce que les citoyens peuvent prendre la main aux européennes? Il y a peu de temps, Alexandre Jardin, l'écrivain, qui a donc lancé ce mouvement citoyen bleu, blanc, zèbre. Est-ce que vous croyez à ce genre d'initiative les uns et les autres? Jean Garry. Il y a un déficit de démocratie participative, comme disait l'autre. Il y a à recréer des formes d'implication démocratique. On voit bien que la donnée fondamentale de l'élection, c'est l'abstention. Donc là, il y a un véritable enjeu. Mais pour recréer cette envie, cette implication, il faut justement ce projet, et un projet qui donne une vision de ce que peut être la place de la France dans le monde de l'avenir. Quand François Hollande dit ce soir que la meilleure façon de réorienter l'Europe, c'est de muscler l'économie française, ça donne l'impression qu'il a renoncé à changer l'Europe. Et regardez, puisque il a renoncé dites, à changer vous êtes l'Europe, ce qui est pour dramatique. Dire qu'il faut parler de la France, mais si on va jeter un coup d'œil sur la dernière caricature ce soir d'Hervé Baudry. Leonarda, c'était un petit peu le sparadrap de Valls, donc on parlait de jeunesse. Elle peut parler de la France. Pas seulement de Valls d'ailleurs. Voilà, on va finir sur cette belle conclusion. Les Français étaient du côté de Valls dans l'affaire Leonarda. Oui. Mais beaucoup dans la majorité s'en souviennent également, ça a laissé des traces. Merci d'avoir été nos invités, messieurs. Merci à vous. Merci Hervé Baudry de nous avoir accompagnés pour ce marathon. Ce soir, on arrive à la fin de cette édition spéciale. Merci à vous de votre fidélité. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Belle et douce nuit à vous, à demain.